Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Eh bien, écoutez, on est ravis d'être là avec vous pour cette conférence Économie circulaire dans le bâtiment, défis et perspectives. On passe ensemble 1 h 30, j'espère pas beaucoup plus, pour parler de sujets qui sont passionnants autour de l'économie circulaire dans le bâtiment. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis Rami Jabour, directeur marketing de Valobat. Valobat, pour ceux qui ne connaissent pas, est ce qu'on appelle un éco-organisme en charge du recyclage, du réemploi, de la collecte des déchets du bâtiment. On se définit un peu comme un catalyseur de l'économie circulaire dans le bâtiment, comme un accélérateur. Et donc l'objet aujourd'hui, c'est surtout pas de parler de Valobat, mais de parler de toute la filière qui est en train de se mettre en marche pour avancer dans l'économie circulaire, avec un parti pris assez fort, qui est de ne pas parler de posture, de ne pas parler de promesses, mais de parler de concret. Donc vous allez avoir un certain nombre d'intervenants qui vont défiler sur ce plateau, qui vont vous parler de concret, de choses concrètes qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils font, qu'ils ont fait pour accélérer, aller plus loin dans le bon traitement des déchets dans le bâtiment et dans la transformation environnementale du bâtiment. Avant d'entrer dans les différentes tables rondes qui nous attendent, je souhaite qu'on démarre par une introduction. Je vous propose une introduction par Hervé Demestre, président de Valobat, pour vous parler un peu de l'état des lieux de la filière, d'où on part, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et pour ouvrir le débat sur la suite. Hervé. Merci Rami. Merci Rami, bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour et merci à celles et ceux qui vont intervenir après et qui sont des acteurs engagés et à qui on est ravis de donner la parole. Donc je suis le président de Valobat et je voulais d'abord peut-être vous donner un petit aperçu de ce que c'est que l'actualité de l'économie circulaire dans le bâtiment telle que vue par les acteurs de la filière REP et MCB aujourd'hui. Alors c'est beaucoup de chiffres parce qu'on est en train de monter en puissance à toute vitesse. Le message que j'ai à vous apporter, c'est que il y a 3 ans, quand on parlait de développer une nouvelle filière REP sur les matériaux du bâtiment, j'ai tout entendu. J'ai entendu ça ne marchera jamais. J'ai entendu les acteurs du bâtiment trier sur le chantier jamais de la vie, etc. Enfin, vous imaginez tout ça. Et le message que j'ai envie de vous porter aujourd'hui, c'est que c'est en train de s'accélérer à une vitesse qu'on n'aurait pas imaginée il y a 3 ans. Et ceci grâce aux acteurs du quotidien des chantiers. Voilà, alors quelques illustrations. Ça, c'est des tonnes de déchets inertes. Donc on parle d'inertes et de non inertes, la première catégorie. En 2023, sur 8 mois, la filière Valobat et les autres éco-organismes, on aura collecté plus de 2 millions d'euros, 2 millions de tonnes. On va tangenter les 9 millions de tonnes cette année, 12 millions de tonnes l'année prochaine, c'est en train d'accélérer. Ça, c'est les inertes. Les non-inertes, alors les non-inertes, c'est un panorama de matériaux extrêmement variés. Hein, le verre, le plâtre, le bois, les métaux, etc., etc., les isolants. On démarrait en 2023, je ne vous cite même pas le chiffre parce qu'il était tout petit, vous l'avez sous les yeux. 1,5 million en 2024, 1,4 million en 2025, c'est ça la trajectoire. Et en fait, c'est une filière REP qui, dès 2025, va être sur la trajectoire de ce que le cahier des charges avait défini comme étant la trajectoire 2024-2027. Donc c'est juste exceptionnel. Voilà. Alors je vous mentionne tout ça, vous n'étiez peut-être pas venu là pour voir des chiffres, mais c'est juste pour vous expliquer ce qu'est le quotidien. C'est une montée en puissance extrêmement rapide et c'est des changements d'habitude derrière d'entreprises qui se mettent à trier sur les chantiers, à déposer les déchets là où elles ne déposaient pas les déchets, des produits qui se mettent à être démantelés et à être recyclés là où il n'y était pas, le réemploi qui démarre. Mais ce dont on va parler maintenant et ce dont vous allez parler, mesdames et messieurs, maintenant, c'est plutôt de moyen long terme, c'est de ce qui va alimenter le progrès de la filière dans les 3-4 années à venir. Donc, c'est le déchet de l'accélération du geste de tri sur les chantiers. Je vous ai dit que ça démarrait, et que, mais on a un travail formidable pour faire savoir, pour que les entreprises arrivent à changer leurs habitudes. On est dedans et on va vous en parler. L'industrialisation du réemploi des matériaux, le réemploi. Plein d'acteurs aujourd'hui font du réemploi, plein d'acteurs réemploient sur leur chantier, plein d'acteurs sortent de leur chantier des matériaux et des produits pour réemploi. Mais ça reste, si on ramène ça
en activité, en pourcentage de l'activité du bâtiment, ça reste en dessous du 1%, c'est très faible. Et donc tout notre débat, tout notre challenge, et ce sur quoi on travaille, et on va en débattre tout à l'heure, c'est comment on fait pour passer à l'échelle, pour industrialiser. Voilà. Et puis, le développement des filières de recyclage. La grande majorité de nos matériaux du bâtiment sont recyclables, avec des filières qui existent et des filières qui fonctionnent. On a dans la salle, et je ne vais pas citer parce qu'ils vont se reconnaître, des acteurs qui fabriquent des matériaux avec des usines qui utilisent de la matière première qui est du déchet. Voilà. Et il y a ça à peu près sur tous les matériaux du bâtiment. Mais il nous reste quand même certains matériaux spécifiques pour lesquels on n'a soit pas de filière, soit des filières qui ne sont pas capables d'absorber les volumes à terme. Et donc, il y a du développement là-dessus et on va en parler. Voilà, donc c'est ça l'objet de l'après-midi. J'espère que ça vous intéresse. Sinon, on partait tout de suite. Voilà. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes motivés. Et en tout cas, la promesse qu'on peut vous faire, c'est que ceux qui vont vous en parler, c'est ceux qui sont sur le sujet, qui connaissent et qui font. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hervé. Et bravo. Très bien. Donc, pour la première séquence, donc en fait, on va avoir 3 séquences, comme vous le voyez. Alors, c'est pas dans cet ordre-là, mais ce sont bien ces 3 sujets qu'on va traiter. Et on va commencer par le dernier sur la slide, et non pas le dernier dans les priorités, qui est donc le développement de filières de recyclage. Donc, j'appelle sur scène Anne Daubresse, responsable laboratoire innovation chez Sika, Catherine Collin, responsable programme environnement et santé chez IPC. Michel Kaluzinski, cofondateur de Kind of Blue. Et pour introduire cette séquence, Thibault Le Rouge, chef de projet innovation chez Valobat. Installe-toi là. Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous avoir parmi nous. On est sur une séquence où on va avoir 3 interventions successives. Et donc pour démarrer cette intervention, Thibault, en 1 minute, quels sont les enjeux de R&D chez Valobat et comment on s'y prend pour avancer sur le sujet? Bonjour à tous. Donc en effet, comme Hervé vous l'a indiqué précédemment, on a des matériaux qui sont actuellement pas ou peu valorisés dans la filière des matériaux de construction. Et donc notre but en tant qu'éco-organisme, c'est pas seulement de collecter, trier et recycler, c'est aussi de développer des nouvelles filières, de développer des nouvelles opportunités pour les matériaux qui sont actuellement en manque de solutions. Et pour développer ces opportunités, on va lancer plusieurs actions sur la R&D, sur l'innovation. Et une d'entre elles, c'est des appels à projets sur lesquels on a sélectionné des entreprises, de centres de recherche, des startups extrêmement dynamiques qui ont envie d'avancer sur ce sujet. Et je vais vous présenter ici 3 candidats qui ont été sélectionnés lors de notre appel à projet qu'on a lancé cette année, donc en 2024. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Anne Daubresse. Donc je représente la société Sika et j'ai le plaisir de vous parler du projet Revertus. En quelques mots, pour introduire Sika, c'est un groupe suisse qui a une activité dans l'industrie, l'automobile, mais surtout dans les matériaux de construction. On développe des systèmes de collage, d'étanchéité, d'enduit de finition, de réparation du béton, des adjuvants. Donc c'est une société qui représente 12 milliards de chiffre d'affaires, qui compte environ 34 000 collaborateurs et qui est présente dans 103 pays. Pour accompagner le pacte vert pour l'Europe, on a tous l'obligation d'aller vers la neutralité carbone en 2050. Et les leviers que l'on sollicite chez Sika sont l'amélioration continue de l'efficience énergétique dans nos usines, sur nos sites, la recherche de matériaux et de matières premières alternatives bas carbone. Et puis, il y a un gros travail qui est fait avec nos fournisseurs partenaires pour aller vers des matières plus sustainable. Et bien sûr, il y a toute la partie innovation qui nous accompagne. En France, c'est environ 1300 collaborateurs. Les marques que vous connaissez probablement, Sika, Parex-Lanco, CGEcol, PCI, et donc une position de leader sur les différents marchés. Et puis notre présence, on a un fort maillage au niveau territorial avec environ 10 usines et 4 plateformes logistiques, ce qui nous permet de produire à proximité également des utilisateurs parce que le transport c'est du coût carbone et on est sur des matériaux pondéreux, en tout cas sur toute la partie mortier industriel. Je vais passer au projet Revertus. Alors pourquoi Revertus? Recyclage, déchets,
verre et tuiles en tant que sable alternatif. Donc on a répondu à l'AOP et à l'AAP Valobat et on a eu le plaisir d'être retenu pour ce projet qui va s'étaler sur 12 mois. Et donc ce projet concerne une évaluation technique, environnementale et économique de l'utilisation de sables alternatifs qui vont remplacer les sables siliceux qui sont basés sur une transformation des déchets de verre plat et de tuiles. Alors pourquoi ces déchets par rapport au fait que ce sont des déchets qui sont peu mélangés et donc plus facilement utilisables pour avoir une certaine régularité au niveau qualitatif. On ne doit pas, bien évidemment, détériorer les performances de nos systèmes. On a localisé le projet sur le sud-est, puisque c'est une région où on a des très fortes tensions en sable siliceux, et également parce qu'on a un partenaire sous-traitant qui va nous transformer le déchet, qui se situe à 10 km de notre usine de Lille-sur-la-Sorgue, et que dans toutes ces études, il faut bien évidemment penser à l'impact carbone de la transformation, du transport, pour pouvoir avoir un impact qui reste positif. Ce projet nous permettra de passer d'un TRL3 à un TRL6 à l'échelle, enfin, à l'issue des 12 mois de projet. Au niveau du contexte, vous connaissez le contexte de raréfaction des ressources naturelles. En France, c'est 7 millions de tonnes de sable qui sont utilisées par an. Dans les mortiers industriels dont on fait partie, c'est 1 500 000 tonnes de sable par an. Et à l'échelle de Sika, c'est à peu près la moitié, 800 000 tonnes. Donc vous imaginez les quantités de sable qui rentrent dans nos usines. Et si on est en capacité, ne serait-ce que de diminuer de 15 ou 20%, ça sera tout autant qu'on ne prélèvera pas au niveau des ressources naturelles. Par ailleurs, au niveau du gisement, dans le cas de l'étude de préfiguration qui a été faite par l'ADEME en mars 2021, il a été estimé qu'il y avait 3 à 4 millions de tonnes de produits de terre cuite qui étaient accessibles, et donc avec des taux de valorisation qui étaient de l'ordre de 30% grave. Côté du verre plat, on a une ressource qui est moindre, c'est 0,2 millions de tonnes. Par contre, on a un taux de recyclage et d'utilisation qui est très très faible, à 3%. Donc l'objectif du projet, c'est de faire des sables avec ces matériaux, donc de les trier, de les sécher, de les broyer, afin de répondre au cahier des charges conforme par rapport aux attentes performantielles des mortiers, de développer et de valider les performances des mortiers, et notamment dans les cols-carrelages, les enduits de façade et les mortiers. Donc il y a pas mal de verrous à lever. C'est la sélection du procédé de transformation, l'évaluation dans les mortiers, l'évaluation également de l'impact de la variabilité de ces matériaux dans nos produits, puisqu'ils auront garanti la performance à nos clients, et puis également un bilan environnemental et économique du montage de cette filière. On a une organisation très classique en 5 lots, donc je vais aller très vite pour laisser la parole à mes collègues, mais une partie définition des spécifications, transformation, évaluation, donc une grosse partie laboratoire avec les équipes R&D de Sika, et bien sûr l'évaluation environnementale et technico-économique. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on passe les présentations, et si jamais il y a des questions, on pourra en prendre. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Catherine Collin, IPC, pour nous parler de son projet. Oui. Alors, mettez-le sur le menton, voilà, et ça va bien se passer. C'est bon. Ok. Alors, voilà. Je vais vous présenter le projet Exit, qui est un projet sur les PVC souples. On veut travailler l'extraction au CO2 supercritique pour retirer des phtalates de ces PVC souples. Alors, IPC, nous sommes une structure hybride entre public et privé. On est un centre technique rattaché au ministère de l'Industrie. Et on travaille sur des innovations plastiques et composites. Je suis un responsable d'un programme de recherche chez IPC. On a 3 axes de recherche dans le centre technique. Un sur la transition écologique et énergétique, dont je fais partie, un autre sur la transition numérique et un 3e sur les plastiques à haute valeur ajoutée. Pour le projet, on va être avec des acteurs très impliqués sur le recyclage des plastiques. On va avoir dans l'équipe projet Valorplast, qui est une société soutenue par 3 acteurs essentiels sur le recyclage des plastiques, à savoir Plastic Europe, Ellipso et Polyvia.
Alors, le projet Exit, qu'est-ce que c'est? Le souhait, en fait, est sur les PVC souples. On a dans les gisements de déchets qu'on peut récupérer, soit par des rénovations de bâtiments ou des démolitions de bâtiments, des PVC qui peuvent contenir des phtalates, donc des plastifiants dont certains aujourd'hui sont interdits sur le marché. Donc l'idée du projet, c'est de travailler sur la séparation du polymère, du matériau plastique, de ce plastifiant, et donc de mettre de côté les plastifiants qu'on ne souhaite plus avoir dans la composition des PVC souples. Pour le projet, on va travailler sur ce que j'appelle des vrais gisements de déchets, pas des déchets type laboratoire, mais vraiment on va aller sur le terrain et utiliser des gisements issus de 2 domaines, les revêtements de sol et les tuyaux de PVC. Avant d'aller sur le terrain et de trier et d'analyser la qualité de déchets, on va faire un état de l'art pour cartographier les gisements, regarder comment se passe le tri et la collecte, et surtout quel est l'état des substances à risque pour la santé dans ces gisements, afin de préparer la sélection des meilleurs déchets qu'on peut avoir dans les bennes. Donc la partie essentielle, et qui est une partie très terrain, est la partie de tri et de contrôle qualité. On souhaite d'un tri de 100 kg de PVC souple obtenir 1 kg de qualité suffisante pour revenir dans des utilisations pour les produits du bâtiment. Donc prendre le meilleur du meilleur avec des techniques d'analyse, analyse du contenu en termes de substances, et regarder si on n'a pas du plomb par exemple, mais pas que. Regarder aussi si on a des matériaux aptes et de qualité à être réutilisés. Si on voit des plastiques très vieillis, on saura par exemple qu'il y a peu de chances qu'ils aient les caractéristiques suffisantes pour être réutilisés. Avant d'arriver à l'étape cœur d'extraction au CO2 supercritique, on va passer par une phase de choix de la préparation de ces déchets pour les mettre sous la forme la plus appropriée pour passer à l'extraction au CO2 supercritique. Et donc on va choisir entre du broyage, de la régénération de matière ou de la remise sous forme de granulés pour pouvoir passer dans le circuit d'extraction les granulés. Et la cible est d'avoir à l'issue de ces essais 90% des phtalates retirés en 30 minutes, l'objectif étant de séparer complètement à l'échelle industrielle la partie polymère qu'on peut recycler et réutiliser et la partie plastifiant phthalate qu'on veut écarter. Ce qui est particulièrement un défi sur le projet, c'est les gisements qu'on va étudier. On a peu d'informations sur la date à laquelle ils ont été fabriqués dans le bâtiment, quel a été le pays d'origine de fabrication, et qui dit pays d'origine peut dire des compositions disparates parce que des réglementations différentes sur quelles substances sont autorisées et quelles substances sont interdites, mais aussi sur la qualité du matériau et son aptitude par rapport à un cahier de décharge pour des matériaux du bâtiment. Je vais rapidement évoquer les autres défis, mais on va forcément avoir des difficultés de séparation du plastique avec tout ce qui a été embarqué avec pendant l'étape de rénovation ou de démolition, de la colle, du sable et d'autres graviers. Et étudier sur place également en tri quelles substances on suspecte dans les échantillons pour sélectionner ceux qui sont de meilleure qualité. Et ensuite, ce qu'on veut tenter, et là on a une véritable innovation, ce qu'on a chez IPC, c'est des travaux de recherche sur la purification de gisements de déchets avec le CO2 supercritique. Donc on a un circuit dans lequel on fait circuler du CO2 qui est à l'état supercritique. Donc il n'y a ni un état solide, ni un état liquide, ni un état gazeux, un état supercritique. Et en jouant sur des paramètres de pression, volume, température, de la thermodynamique, on peut extraire des contaminants, des plastiques. C'est des choses qu'on a déjà expérimentées et travaillées dans le cadre d'un projet collaboratif qui était le projet Super PE,
sur lequel on a travaillé sur des polymères PP et PE, et on avait réussi à avoir de très bons résultats jusqu'à l'échelle pré-industrielle avec de la séparation par CO2 supercritique de contaminants volontairement placés sur des matériaux PE et PP. Et c'est pour ça qu'on a envie de pratiquer ce procédé sur les PVC souples. Donc l'idée est que le plastique, le PVC, est mis dans une autoclave dans laquelle on fait circuler du CO2 supercritique et à la sortie, on récupère les granulés de plastique ou les broyats de plastique quasiment intacts, peu transformés, aptes à de futures fabrications ou étapes de recyclage, et le CO2 qui est embarqué pour le projet. L'objectif est d'embarquer les phtalates et donc le plastifiant pour pouvoir avoir le matériau qu'on souhaite réincorporer en tant que matière recyclée. Le projet va se dérouler sur 12 mois. On sera accompagné d'un comité de pilotage qui est très précieux pour moi parce que ça va être l'œil métier qui va nous dire oui, effectivement, ce que vous faites, c'est réaliste, c'est extrapolable à l'échelle industrielle ou pas, et aussi nous guider sur ce qui est déjà connu et éviter de redécouvrir et d'enfoncer des portes ouvertes. Voilà pour la présentation du projet. Vous avez les différentes étapes et je vais passer la parole à mon voisin. Merci beaucoup. On va passer effectivement la parole à M. Kaluzinski, Société Kind of Blue. Alors lui, il n'a qu'une seule slide. Merci. On vous entend, on vous entend. Mettez-le au menton. C'est bon, là? Ah là, on ne vous entend plus. Ça va bien. Voilà. Bonjour à tous. Bon, effectivement, j'ai une seule slide, donc ça va être aller assez vite. C'est celle-là. Non. Ah non, c'est celle d'après. Voilà. Bonjour à tous. Alors, pour une raison simple, on est en phase de pré-faisabilité dans le domaine des verres plats. Nous, par ailleurs, on a développé une unité industrielle dans un monde du verre qui est le verre d'emballage. Et on a développé cette unité depuis 4 ans afin de réutiliser ces déchets de verre dans le monde de la filtration des eaux. Donc aujourd'hui, la preuve du concept de transformer du verre en une solution pour la filtration des eaux, elle est faite. On a une unité industrielle qui tourne. Nous sommes à Toulouse, qui est légère, qui est au plus proche des lieux de collecte. Et on a été distingué par un professionnel du bâtiment avec qui on travaillait, Colas, parce qu'ils avaient un dépôt de verre laissé comme ça dans la nature et ils voulaient en faire quelque chose. Et en découvrant la machine de retraitement, ils se sont dit mais attendez, nous on a du verre perdu, mais on a un projet avec Valobat. Donc on a été rapproché de Valobat et des appels à projets, donc c'est juste avant l'été, pour voir la capacité que pourrait avoir notre unité à traiter des verres de menuiserie vitrée. Sauf qu'avant de les traiter dans notre machine, il faut qualifier ces verres. Pourquoi? Nous, on a fait 4 ans d'études de R&D de performance pour transformer le verre d'emballage selon des granulométries particulières. Vous voyez sur la photo, ça c'est l'unité d'ensachage qui est au bout de la chaîne. Tout au fond du hall, il y a l'arrivée du verre et qui ensuite passe à travers 2 étapes, une explosion, un tamis, etc. Et on a trouvé une combinaison de granulométrie, qu'on appelle rouge-vert-bleu très rapidement, qui crée ces systèmes de sacs que vous voyez à gauche. C'est l'image tout à fait en haut, où à l'aide de ces empilages, on a un élément de traitement du fluide qui évite que les particules se déposent dans les hauts des filtres. Alors les filtres, c'est les filtres classiques des piscines, mais on a des batteries de filtres aussi pour l'agriculture, pour l'industrie. Donc nous, on a développé une qualité de grain et de taille de grain qu'on ne veut pas perdre à la fin dans le produit. C'est pour ça qu'on a répondu à cet appel à projet dans une préfaisabilité, c'est-à-dire aller voir les verres entre des déchets du monde du BTP, pas tous, les qualifier, voir ceux des verres qui seraient compatibles avec un exercice industriel pour ne pas perdre les qualités de filtration qu'on a obtenues après 4 ans de travail. Donc l'idée, c'est effectivement alors je n'ai pas une page spécifique parce que c'est moins aujourd'hui technique et scientifique que vous, mesdames, mais on a à faire de la préfaisabilité sur les matériaux possibles. Donc on va faire un mini-banc, d'explosion de verre, on va les qualifier, les trier, on va faire du tri parmi ce tri et trouver la filière de verre d'origine qui serait compatible
avec les performances finales. J'ai entendu tout à l'heure et j'ai vu des millions de tonnes. Donc l'exercice, ça ne sera pas de traiter des millions de tonnes de verre plat. La capacité d'une machine, pour nous, c'est qu'elle soit simple, au plus proche des lieux de collecte et transportable en France et à l'étranger. On a déjà des prospects, on est dans des pays où il y a du stress hydrique du verre et où le sable, qui est une ressource naturelle, est remplacé par le sable de verre. Donc on a une équation d'impact sur le sable naturel, sur l'eau, sur l'électricité, puisqu'on a des systèmes de pompage, de lavage des filtres moindres, qui fait qu'on a une unité opérationnelle, mais dont on doit trouver la capacité, avec les verres qu'on aurait triés, de ne pas perdre son efficacité. D'où cette étude. Alors nous, on est modeste, on va passer au TRL 2 ou 3. Hein. On va commencer tout à fait au début. Mais l'objectif, on a déjà l'objectif de l'année prochaine, on a cette intuition forte des discussions qu'on a eues avec M. Lerouge et avec l'équipe, et on connaît notre machine et nos capacités depuis 4 ans, c'est qu'on a déjà le système industriel qui serait apte à traiter le verre. Donc on va le traiter en labo. On fera la preuve du concept, comme on avait fait d'ailleurs pour notre machine. Il y a 3 ans et demi, et là, on péclotait, on avait une petite piscine dans le labo, on avait des filtres, puis on s'est amusé à faire la preuve du concept. On ne va pas faire tout à fait la même chose, puisque là, on a une machine, on connaît ses performances. Donc, c'est qualifier le verre parmi les verres susceptibles des milliers de tonnes ou des millions qui ont été cités. Et après, et je pense l'année prochaine, on répondra à un appel à projet, mais qui sera plus industriel. Là, on sera dans les TRL supérieurs. Hein. Mais la différence, c'est qu'on n'aura pas à investir dans une machine. On aura à penser les transformations, les adaptations en minimisant la transformation. On ne va pas reconstruire la machine, mais en l'adaptant. Et effectivement, l'intérêt, on est dans un hall de moins de 800 mètres carrés, l'intérêt, c'est d'être léger, à proximité des zones de collecte, et puis reconcentrer, pour éviter l'effet CO2 conséquent et faire des centaines de kilomètres en camion avec du diesel. Voilà pour l'instant et assez rapidement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. On a un peu de temps pour prendre des questions dans la salle. Donc et on peut donner un micro, tout à fait. Donc s'il y a des gens qui ont des personnes qui ont des questions pour... Ah, monsieur là-bas. Merci. Petite question, vous parlez du recyclage du verre. Qu'en est-il du recyclage du bois sur les menuiseries, justement ? Donc dans notre appel à projet, on a reçu une quarantaine de projets pour ce premier appel à projet de Valobat. On a sélectionné une vingtaine qui représentent différents matériaux des produits de construction. Donc on a des projets sur les inertes, sur les verres, sur les menuiseries vitrées dans leur démantèlement par exemple, sur les bois, sur les plastiques, sur un peu tout qui est représenté. Certains des projets sélectionnés sont autour des menuiseries vitrées, améliorer leur démantèlement, permettre d'obtenir un verre de très bonne qualité qui pourra retourner en boucle fermée vers le verre plat et tout l'encadrement de la menuiserie dans sa filière correspondante, donc le PVC pour refaire du PVC pour menuiserie, l'aluminium également, et également pour le bois. On a un des projets qui s'intéresse spécifiquement à améliorer cette qualité du bois pour qu'elle ne soit pas forcément valorisée thermiquement, mais qu'elle aille dans du recyclage, voire de la réutilisation. Donc on essaie de s'intéresser justement à valoriser au maximum les matières qu'on peut trouver dans différents produits. Merci Thibaut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, monsieur. Arnaud Leduc, Recycle Avenir. Nous faisons de la déconstruction. Je suis d'accord avec vous. Qualifier les gisements, c'est la base, que ce soit pour le plastique et pour le verre. Quand on dépose, logiquement, on fait un tri. Et après, c'est dans le transport. Les plastiques, par exemple, souvent, ils sont mélangés au DIB. Et on avait une information quand nous, on a déposé, qui n'est pas transmise, parce que ce n'est pas possible. Et donc, des matériaux qui, peut-être, étaient qualifiés, vont se retrouver perdus. Parce que pour l'instant, les transporteurs, ils nous disent, les plastiques, vous mettez ça avec le DIB. Ils ne sont pas capables de faire des transports en séparant la gaine rigide, la gaine souple, alors qu'on pourrait le faire. Hein. On remplirait des big bags et on mettrait plusieurs big bags dans une benne, mais on nous dit non, c'est pas possible. Donc pour le tri des plastiques, donc Valobat évidemment en tant qu'éco-organisme, on soutient la collecte des déchets triés pour que cette collecte soit gratuite. Et donc on a une benne plastique sur les chantiers. On essaie de récupérer tous les plastiques, séparés des autres types de matériaux.
Et ces plastiques sont envoyés dans des centres de traitement avec lesquels on travaille, qui sont en mesure de les traiter. Et on développe au maximum le fait que ces centres de traitement soient en mesure de séparer les différentes résines pour les amener dans des filières de recyclage adaptées. Donc pour l'instant, c'est encore assez récent. Tous ces centres de traitement ne sont pas encore équipés. Mais on essaye d'augmenter au maximum par des appels d'offres, par de l'innovation en parallèle avec eux, en partenariat avec eux, le fait qu'ils soient capables de récupérer tous les plastiques ensemble, en tout cas tous les plastiques rigides d'un côté, souples, de les séparer par résine, de les séparer parfois par produit, de revenir au plastique et de pouvoir donc les recycler. Donc on développe cette filière au maximum, surtout sur le plastique qui est quand même un mélange assez complexe de plein de produits différents. Merci Thibaut. Est-ce qu'il y a une dernière question? Eh bien sinon, je vous remercie tous les trois, tous les quatre. Et je vous invite à reprendre vos sièges. Merci, on les applaudit. Et je veux bien la zapette. Je ne sais pas qui l'a. Parfait. Et donc pour on va passer à notre deuxième séquence. Notre deuxième séquence, c'est une table ronde. On va parler d'un sujet tout différent, mais tout aussi important. Comment faire en sorte que le tri puisse se faire sur les chantiers, qu'on puisse accompagner les acteurs à trier, en prenant en compte notamment toutes les potentielles problématiques et contraintes qui peuvent exister sur des chantiers, des petits chantiers, des gros chantiers, etc. Et donc, pour en parler, je vous remercie d'applaudir Nicolas Maternati, président de la boîte X Recyclage, Thibaut Daudet-Cuper, directeur général d'Endless, et Marie-Amélie Raguenaud, responsable marketing de Valobat. Allez-y. Parfait, merci beaucoup d'être là, messieurs, dames. Marie-Amélie, on va commencer par toi. Je te tutoie parce qu'on se connaît un peu. Alors, petit mot d'introduction pour un peu parler de la manière dont, chez Valobat, on a regardé ce sujet de tri, notamment à travers l'étude comportementale qui a été menée pour comprendre les problématiques sur le terrain. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, quand on a lancé les premiers services de reprise, d'apport volontaire en point de reprise, on a voulu essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'on pouvait accélérer l'utilisation de ces services-là, puisqu'on s'est rendu compte que malgré la communication qu'on faisait, les services étaient un peu sous-utilisés. Donc on a fait une grande étude sur le terrain, on est allé voir des artisans un peu partout en France, des artisans de la construction, de la rénovation, de la déconstruction, pour essayer de voir en fait ce qui pouvait les bloquer dans le fait de faire le tri sur le chantier et d'apporter leurs déchets en point de reprise. On s'est rendu compte que ce n'était pas un problème unique finalement et que les difficultés qu'ils pouvaient avoir, elles se trouvaient tout au long de leur parcours, que ce soit de la préparation administrative de leur chantier, que ce soit pendant leur chantier en lui-même, ou que ce soit aussi sur les points de reprise en eux-mêmes au moment où justement ils apportent les déchets avec leur camionnette. On a identifié 3 types de freins principaux. Le premier, Hervé en avait pas mal parlé aussi, c'est la communication, parce que forcément c'est un nouveau service. On n'a pas encore réussi à toucher tous les artisans de France pour leur parler de cette reprise. Donc bien évidemment c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais il y a vraiment ce gros levier qu'il faut faire sur faire parler de ce service et le faire connaître. On a ensuite un deuxième point qui était vraiment sur les leviers motivationnels. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les artisans, on avait beau leur parler de ce tri, ils avaient peu de visibilité sur l'impact que ça pouvait avoir sur leur activité, l'impact environnemental, financier. Il y avait beaucoup de lourdeurs aussi administratives qui pouvaient les freiner. Donc finalement, c'était des éléments qui pouvaient les freiner dès le début finalement. Et enfin, un troisième point qui est au niveau des... je suis désolée, j'avais perdu mon texte. Au niveau des difficultés pratiques, puisqu'effectivement on se rend compte que les points de reprise au départ pouvaient avoir des horaires qui étaient restrictifs, il pouvait y avoir certaines expériences avec des points de reprise qui étaient fermés, des bennes qui étaient pleines, donc des difficultés pour les artisans qui avaient décidé de faire ce premier pas et qui se retrouvaient finalement avec une mauvaise expérience en point de reprise. Et on avait aussi un levier qui était très important qui était la place sur les chantiers et les contenants qui finalement pouvaient ne pas être adaptés pour justement sur des petits chantiers réussir quand même malgré tout à faire le tri. Donc c'est comme ça qu'on a décidé finalement de mener des expérimentations pour essayer d'intervenir sur tous ces éléments de la filière au fur et à mesure, plutôt que de traiter une seule grosse difficulté.
Ok, donc effectivement pas mal de sujets de blocage. Et donc pour en parler, on a deux apporteurs de solutions. Et donc Thibaut, je vais commencer par vous. Vous êtes directeur général d'Endless. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter votre entreprise, votre activité, idéalement à travers un exemple concret, un chantier sur lequel vous êtes intervenu pour expliquer votre modèle? Alors, est-ce que vous m'entendez là? Là, Ici. c'est bon. C'est bon. Donc merci pour l'invitation déjà. C'est pas tous les jours qu'on nous invite les collecteurs, donc on est content. Donc on est Endless, on est une entreprise de collecte et de massification de déchets, du BTP. Donc on a une trentaine de camions entre Paris, Lyon et Marseille, des camions grues, des camions bennes qui viennent collecter moitié du big bag, moitié de la benne. On était initialement une entreprise connue pour le big bag et on s'est diversifié en benne. Oui, vous aviez un autre nom avant. On avait un autre nom, Big Bag & Go. Voilà. Voilà, donc on collecte des déchets de chantier en big bag et en benne. On a différents contenants pour opérer. On a le quart de mètre cube, le mètre cube, les 2 mètres cubes en big bag. Et en benne, on a 8, 15 et 30 mètres cubes. Ce qui nous permet de couvrir l'intégralité de la palette des contenants disponibles sur le marché. Ça, c'est super important parce que les petits contenants, c'est pour nous un enjeu clé pour le tri. On le voit en fait, 95% de nos clients, ils ne trient pas parce qu'ils n'ont pas de place. Donc l'enjeu, c'est vraiment de leur apporter des contenants qui soient plus adaptés avec les flux, les gisements de flux qui sont générés sur les chantiers. Nous, on a assez rapidement développé une offre en trier. Donc historiquement, le marché de la benne fait toujours du trier sur le gravat. Ça a toujours été le cas, on distingue le gravat du déchet. Ça, c'est 80% des gains générés par des entreprises comme nous, c'est de sortir le gravat du déchet. Le gravat, pour schématiser, il part à 10 € la tonne, le déchet, il part à 150 €. Donc quand vous mettez du gravat dans le déchet, c'est comme le jaune d'œuf, c'est toujours jaune quand on le mélange. Donc il faut isoler le gravat du déchet. Une fois qu'on a fait ça, on a développé ces dernières années une offre de big bag trié. On a voulu le faire avec la REP, mais le Big Bag a mis un petit peu plus de temps à se lancer avec la REP. Donc on a décidé de développer nous-mêmes une offre de Big Bag en trier, en faisant un bénéfice de coût pour l'utilisateur. Pour ce faire, on a lancé un Big Bag transparent, donc qui permettait assez facilement de déclasser le Big Bag si jamais on voyait qu'il y avait des flux qui ne correspondaient pas à celui qui était prévu. On a évidemment proposé un prix à nos clients qui était inférieur quand c'était du déchet trié. Mais nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est peut-être pas très correct ce que je dis, mais ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'ils ne sont pas obligés de trier. Ils ne sont pas obligés de trier parce que s'ils ne le font pas, nous on le fera à la fin. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est vous triez si économiquement ça a un intérêt pour vous. Si ça n'a pas d'intérêt et que vous allez mettre des ressources qui vont vous coûter plus cher que ce que vous gagnez par l'économie du tri, ne le faites pas. Vous triez que si vous avez un gain qui se dégage. Et de toute façon, en termes de performance, à la fin, nous, on vous apportera les mêmes performances de tri que ce que vous faites sur le chantier. Donc voilà. Donc le tri à la source, super important dans certains cas de figure pour nous. Mais il y a beaucoup de cas de figure où nos clients, on ne les oriente pas systématiquement dans cette option-là. C'est vous qui faites le tri après coup. Nous, de toute façon, on le fait à la fin. Par contre, il faut que financièrement, ce soit intéressant pour le client. Si je prends un exemple, on va récupérer 8 big bags en trier. Nous, notre offre en trier sur un big bag, c'est 59 €. Si vous le prenez en mélangé, c'est 79 €. Donc vous faites une économie de 20 €. Si ça vous coûte sur 4 big bags plus de 80 € de main d'œuvre pour trier, c'est que ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc c'est vraiment des choix, mais ça c'est la réalité du terrain tous les jours qui se présente à nous. Voilà. Donc l'offre en déchets triés, elle est pertinente, on la pousse régulièrement, mais il y a des cas de figure, on ne la pousse pas. Ça va dépendre de deux choses importantes. Vous l'avez dit tout à l'heure, la place sur les chantiers, c'est le nerf de la guerre pour trier. Si vous n'avez pas de place, surtout il ne faut pas essayer de trier parce que vous allez faire un tri qui va être, vous allez perdre des deux côtés, vous allez mettre du temps à essayer de trier et en plus vous allez payer du mélangé à la fin. Donc c'est absolument pas pertinent. Et le deuxième, c'est la typologie des bâtiments qui sont source du gisement. Je prends un exemple, si on a un bâtiment des années 60, on est sur des matériaux dans les années 60 où c'était construit, c'était vite fait, bien fait, on va dire vite fait, mal fait, sur beaucoup de bâtiments, et donc les matériaux sont collés entre eux,
Quand les matériaux sont collés entre eux, derrière, en termes de tri, c'est une catastrophe. C'est laborieux. C'est laborieux. Okay. Les bâtiments, là hier je visitais un bâtiment qui a été construit dans les années 2000, alors qui est vite déconstruit. C'est le prototype de bâtiment où c'est hyper intéressant parce que la construction est faite plutôt par un assemblage de modules qui se déconstruit hyper facilement. Et ces bâtiments-là sont souvent construits avec des matières très valorisables. De la ferraille, de l'aluminium, certains types de verre, certains types de plastique. Donc et là, là, dans ces cas-là, c'est pertinent parce qu'en plus de ça, le gisement qui est généré, c'est un gisement qui a de la valeur. Ok, voilà. Merci beaucoup Thibaut. Même question Nicolas, vous présentez. Alors vous m'avez envoyé une petite slide, alors je vais la diffuser pour vous présenter en un chantier, si ça vous va. Dites-moi. Ouais, allez-y. Bonjour, merci pour l'invitation. Collez bien le micro ici, voilà. Donc nous, ça fait à peu près depuis 2011 qu'on fait de la logistique de chantier et donc on a plutôt démarré par l'intérieur des chantiers, donc avec une entreprise qui s'appelle Louange Logisure. On a des taux de valorisation qui sont depuis longtemps très bons, même en travaillant avec de la benne. Et la genèse de Boitix, c'était, de par cette activité qu'on avait initialement, c'était d'identifier qu'on a beaucoup de camions qui arrivent sur les chantiers relativement vides et des bennes vides et des bennes pleines qui repartaient, et donc d'optimiser les transports, tout en permettant, par la collecte en flux diffus et en petits contenants, de mieux valoriser le tri, réduire les nuisances riverains, etc. Donc la Boitix, parce qu'au début, on est parti avec un conteneur maritime dans lequel on mettait du matos, etc. Donc dans la boîte, il y avait soit du matériel, soit du déchet. Et à la fin, on a acquis des camions donc double plancher qui sont électriques pour certains, hybrides ou obéissants, donc des camions verts qui ont une double capacité de chargement et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir livrer sur les chantiers et en même temps collecter les matières. Et après, au niveau du haillon, on a une pesée embarquée qui nous permet d'identifier si c'est du DIB, si c'est du déchet trié, et ensuite on a des partenariats avec des exutoires, avec de Richebourg, Veolia, et on travaille évidemment avec Logisure, on fait beaucoup d'insertions sur les chantiers. Donc contrairement à ce que dit mon collègue à côté, moi je préconise beaucoup le tri in situ quand il est faisable, parce qu'on arrive avec des partenaires à avoir 90% de tri en sortie de chantier. Et ensuite, avec les autres partenaires, donc Veolia, les 10% de déchets non triés sont valorisés dans les chaînes de tri qui sont déjà existantes. Et donc on arrive sur des chantiers comme celui-ci. Alors on ne fait pas toujours des taux comme ça. J'ai pris un bon exemple. Voilà. Mais aujourd'hui, on s'engage auprès des clients sur un volume qu'on définit avec le client à des taux de tri à minima de 91-92% en valo matière. Et on arrive, donc on a des systèmes de puces dans les bacs qui nous permettent d'attribuer les poubelles aux entreprises et donc d'identifier si les entreprises respectent les règles du chantier, à savoir le tri sur le chantier. Si ce n'est pas respecté, ça génère forcément un surcoût. Et ce surcoût, notre client il peut l'impacter à la personne qui n'a pas respecté ses engagements initiaux. D'accord, vous arrivez à tracer qui n'a pas bien trié. Alors on a un logiciel qui nous permet de tracer sur le chantier à qui on donne les bacs, à qui on les récupère et ce qu'ils nous rendent en termes de volume. Et ensuite on a un logiciel au niveau du camion qui nous permet de donner un bon d'enlèvement au client avec les poubelles pesées en tri ou par matière, quoi. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Toujours une question pour chacun, mais on va peut-être commencer cette fois-ci par Nicolas. Vous avez quand même un modèle particulier, un projet particulier, on peut même le voir après, pour essayer de proposer une approche qui va plus loin, qui est censée accompagner plus fortement le tri. Et donc je veux bien que vous nous en disiez un mot pour voir si ça peut inspirer sur la suite. Alors il y a les bacs roulants et ensuite il y a Ça c'est les fameux camions. Alors là c'est des dessins, mais vous pouvez les retrouver sur le site. C'est des camions donc, qui ont une double capacité de chargement. On prend 21 m3, 32 bacs en retour, là où la collecte moyenne d'une benne c'est 12 m3. Donc on a une vraie bonne capacité. Le fait de pouvoir tracer les bacs, on peut faire des collectes multisites. Donc on peut s'arrêter sur 3 chantiers et savoir d'où viennent les chantiers quand on arrive à l'exutoire, donc au niveau de la traçabilité. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, quand on part du dépôt, on a les bacs empilés au-dessus, donc ça nous permet d'avoir une zone de stockage dans le camion qui nous permet de livrer les chantiers en même temps ou d'autres clients. Et ensuite, le projet, on va dire, final, après c'est jamais final, mais
Le projet cible. Voilà, le projet cible qui reprend un peu l'ensemble des sujets. Forcément, vu qu'aujourd'hui on a 450 salariés du côté de Louange qui font aussi du curage, de la logistique, etc. Et le projet Boitix, c'est de coupler un peu tout ça. On s'associe avec des industriels pour faire de l'industrialisation du réemploi, donc l'autre sujet. Donc aujourd'hui sur le faux on en parle plancher. après, on en parle après. Et donc en fait sur le terrain de Beson, l'idée c'est d'avoir une déchetterie professionnelle, donc pouvoir massifier les bacs sur cette déchetterie, améliorer encore le tri au niveau de cette déchetterie, recharger les bacs et ensuite au niveau du dépôt qui est à côté, faire du dernier kilomètre pour les chantiers. Sur le niveau du TU, on aura l'industrialisation du réemploi avec 5 ou 6 ateliers. Donc toujours en faisant de l'insertion, en faisant travailler des personnes en situation de handicap. Et ensuite le niveau du TU, c'est le stock inhérent à cette industrie du réemploi. Et donc l'intérêt d'avoir dans le même site l'industrie du réemploi, le dernier kilomètre et la déchetterie, c'est toujours de remplir au maximum nos camions et donc de réduire l'empreinte carbone aussi au niveau des transports. Voilà. Ça marche. Même question peut-être pour vous, Thibaut. En quoi, en fait, votre modèle qui est un peu particulier avec les big bags, etc., qu'est-ce que vous pensez que ça apporte? Alors, j'ai bien compris que le tri, c'est pas toujours... en tout cas, c'est pas toujours la solution pour trier, ou en tout cas pas celui à la source. Mais si on revient sur le tri à la source, parce que c'est quand même un peu l'objectif, cette approche en big bag, qui était un peu très innovante à l'époque, quand ça a été lancé, et qui continue d'être pas forcément la solution standard, en quoi ça amène vraiment, peut-être concrètement, une amélioration du geste du tri en fait, comment les deux sont liés en fait, le fait d'avoir une solution, est-ce que ça a un impact sur le fait de finalement accélérer le tri sur le chantier? Alors, une des raisons importantes, notre produit, il se déploie très facilement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est replié, il fait la taille de ce téléviseur. Et en fait, vous l'utilisez en fonction du besoin. Donc si vous identifiez un gisement à l'instant T, vous allez pouvoir le déployer très facilement. Vous n'avez pas besoin de vous faire livrer un produit, une benne ou quelque chose comme ça. Et donc ça permet immédiatement de l'utiliser. Donc il y a la notion d'utilisation immédiate en fonction du besoin qui est hyper importante parce que en fonction de l'opportunité, en fonction des temps qu'on va avoir sur les chantiers, on va se dire tiens, on va prendre le temps parce qu'on a un petit temps calme, il y a des séchages de peinture, etc. On va en profiter pour trier. Ou voilà, là on n'a pas le temps, on est dans le jus, donc on continue. Et dans ces cas-là, on a toujours à portée de main un big bag transparent ou un stock de big bag qui peut être utilisé à la demande. Et est-ce que le fait qu'il soit transparent, ça fait que ça trie mieux ou pas? Oui. En fait, le big bag transparent, naturellement, incite au tri parce que les usagers de ce big bag comprennent qu'il va y avoir un contrôle. Donc voilà. Donc ça va se voir que c'est mal trié potentiellement. Ça se voit assez rapidement dès qu'il y a un flux distinct. Et vous avez commencé directement par du transparent ou c'était après? Non, vous avez vu une différence? Ah oui. En fait, on n'a pas voulu lancer le big bag blanc pour le tri, évidemment. On a eu besoin de lancer le big bag transparent parce que nos opérateurs, quand ils arrivent sur les lieux de gisement, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils contrôlent le flux. Ils inspectent. Si le flux n'est pas correct, évidemment, il est déclassé dans ces cas-là immédiatement. Ok, très bien. Et du coup, peut-être l'une des avant-dernières questions que j'ai envie de poser à vous deux, peut-être en cours, pour aller plus loin maintenant, si on veut aller plus loin dans le tri, vous êtes un peu maintenant vous êtes quand même des experts du tri. Pour vous, de quoi vous avez besoin en fait aujourd'hui pour aller plus loin dans l'accompagnement au tri sur les chantiers? Je ne sais pas qui a envie de commencer. Nicolas, allez-y. Moi, en ce qui me concerne, les retours de mes clients, c'est... collez votre micro. Voilà, pardon. Au niveau du retour que j'ai de mes clients et au niveau du pricing de tout ça, c'est d'accompagner, on va dire, la collecte, le montant de transport qui est différent qu'un montant de transport en benne. Il est un peu plus onéreux. Et de nous aider sur la mise en place d'hommes verts sur les chantiers. Pour que les gens qui hésitent entre le fait de le faire ou pas le faire... équilibrer en fait le rapport économique sur ces deux items, on va dire. D'accord. Voilà. Même question, Thibaut. Éco-conception des produits, des bâtiments évidemment, et pour faciliter la déconstruction. Et à plus court terme, comme le dit Nicolas, une participation
plus élargi, un accompagnement plus élargi, évidemment, permet d'envisager des dépenses de tri sur le site qui sont plus importantes, c'est naturel. D'accord. Et très bien. Alors j'ai une dernière question et après je me tourne vers la salle. Juste après on parle de réemploi, mais je sais que vous avez des choses à dire sur le réemploi. Alors la question que je voulais vous poser, c'est quelque part également par rapport à vos modèles à vous, quelles sont les conditions quelque part nécessaires pour que vous puissiez vous-même derrière développer une activité de réemploi? Et peut-être Nicolas, je vous invite à répondre en premier. Donc il y a toujours l'aspect économique. Donc aujourd'hui, au niveau du groupe, on essaye d'intégrer un peu tous les métiers, le curage, l'ingénierie, les entreprises qui déposent et qui reposent. Donc après, on a des garanties produits, s'associer avec des industriels pour que notre garantie produit puisse être validée par eux-mêmes concernant leur décennale, etc. Donc il y a quand même beaucoup de problématiques technique du fait de la nouveauté de tout ça. Le problème de la REP, de la gratuité des déchets, c'est que ça a tué le réemploi aussi économiquement, parce qu'aujourd'hui de déposer ça coûte plus cher en réemploi qu'en déchets et revendre, enfin tout le système du réemploi coûte beaucoup plus cher que de faire du tri. Sauf que le but c'est d'aller avant tout dans le réemploi et après dans le tri. Et aujourd'hui avec la gratuité des déchets, le fossé qui s'est créé économique entre le choix de faire du réemploi et le choix de faire du recyclage, il s'est encore plus creusé. Et donc, vu que nous, on essaye de préconiser au maximum plutôt le réemploi avant le recyclage, en fait... Il faut redonner de la compétitivité au réemploi. Il faut redonner des lettres de noblesse au réemploi. Voilà. Thibaut, même question. Pour nous, le réemploi, il reste à la main de nos clients. Donc, c'est nos clients qui le gèrent. Et honnêtement, le réemploi qui fonctionne aujourd'hui chez nos clients, c'est Le Bon Coin. C'est Le Bon Coin. Ça va pas plus loin. Bon, une petite pub alors. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais me lever. Oui, madame. Le micro arrive. Allez-y. Bonjour, j'ai une question qui peut sembler élémentaire, mais vous parlez de tri dans un chantier. Collez votre micro au menton, voilà, comme ça c'est tranquille. Il s'agit de quel tri? C'est-à-dire, ça provient d'où ce chantier? Est-ce qu'il s'agit d'un gisement à partir duquel on va construire, fabriquer la matière première pour la construction? Ou est-ce qu'il s'agit de déchets issus de construction de bâtiments ou de démolition de bâtiments? Qui sont ces clients-là et d'où provient ce tri de chantier? Qui a envie de répondre? Nicolas? Alors nous, notre clientèle, c'est plutôt des grands comptes. Donc ça va être des foncières, des promoteurs ou des EG. Des entreprises générales. Voilà, des entreprises générales. Et on essaye de travailler de plus en plus avec les cureurs aussi. Voilà. Et donc on peut retrouver... donc, comme je disais tout à l'heure, notre métier d'origine, c'est la logistique de chantier. Donc déjà, on arrive sur les chantiers pour gérer les flux. Donc les flux de livraison de camions et donc les flux de déchets, les flux de personnel, etc. Et donc ça peut être dans le cadre d'une construction d'un bâtiment neuf, d'une déconstruction, enfin d'une réhabilitation, pardon, ou un curage. Voilà. Une démolition, potentiellement. Ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour messieurs? Madame, derrière. Ou pour Marie-Amélie, d'ailleurs, vous pouvez aussi lui poser des questions. Rimem Tiba, donc Société Alta Road, vice-présidente. J'avais une question pour la société Endless. Vous avez dit que vous n'allez pas encourager le tri sur tous les chantiers. Ça m'interpelle parce que c'est à contresens de l'histoire qui est en train de s'écrire et que la filière essaie d'écrire collectivement aujourd'hui. Comment vous pouvez assumer cette position aujourd'hui, sachant que ces entreprises, si elles ne prennent pas le pli de trier à minima, ce qui est possible de trier à la source, elles ne prennent pas ce geste de tri au sérieux. Donc voilà, vous avez dit que ce propos choque, et effectivement, moi, ça m'interpelle. Alors, nous, pour dire qu'on a censuré personne, parce que globalement, nous, on est quand même assez convaincus que le tri à la source est important. Je pense que Thibaut aussi, mais il va répondre. Allez-y. Alors oui, évidemment, je suis convaincu que le tri à la source est important. Je dis juste que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un alignement économique avec nos clients. Si nos clients perdent de l'argent aujourd'hui dans le tri à la source, c'est très difficile de les emmener avec nous. C'est juste ça que je dis. Et aujourd'hui, il y a juste un équilibre, un calcul financier à faire pour eux, pour savoir si le geste de tri en amont
a une pertinence économique. Mais évidemment, dès qu'il y a une pertinence, même juste un équilibre, on va dans cette direction-là. C'est évident. Non, mais vous saviez que ça allait choquer les gens, donc. Je savais. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Oui, nickel, merci. D'autres questions, réactions, offuscations? Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Réjeanne Baron, je fais de la formation à l'éco-conception des projets du retail. On a souvent, nos clients se posent beaucoup de questions sur la façon d'organiser la récupération et le tri de leurs déchets sur des petits chantiers de magasins. On comprend par exemple pas très bien comment s'articule la fameuse gratuité du déchet et comment Valobat, qui fait partie donc de cette REP, supposé récupérer gratuitement sur chantier les déchets, comment ça s'articule avec des gens qui facturent la récupération des déchets? Tu veux répondre? Oui, en fait, chez Valobat, on a plusieurs. Vous avez 3 services en fait de reprise, en fonction justement de la taille du chantier et de l'organisation que vous pouvez avoir. Les prestations de reprise sur chantier avec des opérateurs qui existent sont généralement destinées plutôt sur les gros chantiers. Donc soit là où effectivement il y a de la place pour mettre des bennes, comme le citait notamment Nicolas, soit sur des chantiers sur lesquels il y a de la place de mettre des contenants alternatifs, où il y a effectivement un budget qui est alloué à la gestion des déchets et donc pour lequel on peut faire appel à un opérateur de déchets alternatif comme l'a présenté Thibaut. Chez Valobat, il y a d'autres modalités de reprise. Il y a notamment l'apport volontaire en point de reprise, donc là qui est plutôt pour les petits chantiers, notamment dans ceux dont vous pouvez parler, où en fait vous avez un certain nombre de points de reprise qui sont ouverts un peu partout sur le territoire, donc qui sont soit des déchetteries publiques ou professionnelles, soit des distributeurs qui doivent maintenant reprendre aussi les déchets du bâtiment selon certaines modalités. Et du coup, vous avez la possibilité de faire l'apport directement. C'est l'artisan en fait qui va apporter ces déchets sur ces points de reprise. Et à partir du moment où les déchets sont bien triés, ces points de reprise ont l'obligation effectivement de les reprendre sans frais. Peut-être pour compléter par rapport à la reprise et l'interaction avec le fait que c'est encore facturé, en fait, les éco-organismes et donc la REP ne prend en charge que le coût de traitement des déchets et pas le coût de transport et de location de matériel. C'est comme ça que sont construites aujourd'hui les REP. Et donc en l'occurrence, ce qui fait qu'il y a un reste à charge qui est facturé par nos deux acteurs qui sont là et les autres, qui est lié au transport des déchets et à la location du matériel type benne et autres matériels. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais tu veux... Ouais, oui. Justement pour rebondir sur la gratuité, comme tu disais, c'est sur la déchetterie. C'est quand on arrive à la déchetterie. Donc si vous allez à la déchetterie vous-même, vous ne payez pas les déchets. Et pour rebondir ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut étudier la configuration du chantier. Sur un chantier, on peut mettre qu'une benne, et donc vous allez forcément faire que du dib. Aujourd'hui, une benne de dib, en moyenne, ça va vous coûter 60 €, puisqu'il n'y a pas de gratuité sur le dib. Maintenant, les solutions de collecte en flux diffus couplées avec de la benne, il y a des chantiers où on peut mettre des bennes et des bacs, ou des bennes et des big bags. Et c'est là, en fait, il faut étudier au début le meilleur rapport par rapport à ce qu'on vient de se dire. Donc par rapport à la logistique, nous, ce qu'on préconise, c'est évidemment que le gravat, ça parte en benne. Parce que déjà dans les big bags, enfin les big bags peut-être ça marche, mais en bac c'est difficile pour les opérateurs et ça casse les bacs, etc. Et c'est pas rentable parce que le prix d'une benne aujourd'hui, on est entre, c'est le coût du transport, une benne triée, donc on est entre 10 et 17 € le mètre cube sur une benne. Le coût d'une collecte en bac, si vous mettez que des bacs triés, on va être autour de 40, 42. Le coût d'une benne de dip c'est 60. Donc en fait le bac s'intercale entre la benne triée et la benne non triée. Et c'est pour ça que c'est bien de coupler les deux, selon les configurations de chantier, etc. Et surtout, ça permet de valoriser les déchets beaucoup mieux qu'avec une chaîne de tri. Voilà. Si vous envoyez tout en dip, c'est 85% de valo matière, chez Veolia par exemple. Si vous couplez le big bag ou le bac à la benne, vous pouvez atteindre des 90, 91, 92. Donc sur l'aspect écologique, il n'y a aucun doute. Sur l'aspect économique, il faut faire le calcul au début. Merci. Oui. Alors, il y a une question pour monsieur devant et ensuite monsieur derrière. Sébastien Cornu, vous avez indiqué tout à l'heure que la mise en place de la reprise gratuite des déchets favorise le recyclage au détriment du réemploi, avec finalement une valeur qui devenait proche
pour le réemploi versus recyclage. Vous avez indiqué qu'il fallait redonner des lettres de noblesse au réemploi. Avez-vous des pistes? Les pistes, c'est ce qu'on est en train de faire donc avec d'un côté des industriels. Donc nous, en fait, Boitix, on a regardé un peu ce qui se faisait en réemploi depuis des années avec les plateformes digitales, etc. Et encore une fois, on est à la base acteur de chantier et on fait du contrôle d'accès aussi sur les chantiers, etc. Donc on sait la difficulté que c'est. Tout à l'heure, on parlait du Bon Coin. Si on a tous les mecs du Bon Coin qui arrivent sur le chantier, alors que nous, on nous demande de contrôler les papiers de tous les mecs qui travaillent sur le chantier, il y a un moment donné, ça ne marche pas. Enfin, je prends un cas de figure comme ça. Après, si on parle de massifier le réemploi, quel meilleur, on va dire, circuit que d'aller voir Gamma, Target, Otis, etc. et de leur fournir des matériaux de réemploi qui eux-mêmes vont mettre dans leur vente auprès de leurs clients. Et je pense que demain, Otis avec Koné, ils vont se différencier sur ça. Comme à une époque, on parlait beaucoup d'insertion. Voilà, il y a des époques. Et aujourd'hui, on a plutôt pris ce pli-là d'essayer d'approcher les industriels, de définir des produits uniques, de ne pas avoir trop de références, pour ensuite aller capter des gisements auprès des cureurs. Donc d'être une solution pour le cureur, une solution pour la personne qui détruit son bâtiment. Ensuite, faire la logistique de transport, le nettoyage, le reconditionnement, et ensuite le remettre dans le circuit avec les industriels. Mais tout ça, comme ça demande des zones de stockage, ça demande du transport, ça demande tout un tas de choses qui, à la fin, peut amener à avoir un produit revendu qui est plus cher qu'un produit neuf. Et donc, si on était aidé financièrement sur cette démarche-là, de prendre en charge, il y a une aide qui est mise en place là, à la tonne. Bon, déjà, ça ne devrait pas être à la tonne, ça devrait être à la tonne de CO2, parce que ça, ça incite à réemployer des produits lourds plutôt que de réemployer des produits polluants. Donc ça, c'est quelque chose déjà à modifier. Mais ensuite, si on avait une subvention à la tonne, même au niveau du promoteur ou de la foncière, forcément, le promoteur ou la foncière va aller vers le choix du réemploi si ça ne lui coûte pas plus cher que le choix du recyclage. Et donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans qui pourrait permettre au réemploi de reprendre des lettres de noblesse. Ouais. Monsieur, allez-y. Recycle Avenir de nouveau. Je suis d'accord, le tri, il se fait dès le départ. Mon ouvrier, quand il dépose une porte, il n'est pas en même temps en train de déposer les faux plafonds ou les cloisons en plâtre. Donc il fait le tri dès le départ. On nous demande, nous, des constructeurs, de qualifier les matériaux pour pouvoir les faire partir vers les bonnes filières. Mais souvent, le diagnostic PEMD, il est très succinct. J'ai reçu pour la première fois un diagnostic sur lequel il y avait un coût estimatif de dépose et le prix estimatif de revente des matériaux. C'est la première fois que je vois ça. Souvent, c'est très succinct. Il y a des portes à déposer. Pour un gros cabinet d'architectes sur Marseille qui dit presque avoir inventé l'abîme, on m'a répondu « on ne vous la doit pas ». Donc débrouillez-vous à savoir les cloisons que vous avez à déposer, si c'est de la brique, si c'est du parpaing, si c'est de la cloison en placo, s'il y a de l'isolation dedans ou pas. Et moi, quand je déconstruis, je ne peux pas aller tester dans chaque pièce, chaque cloison, savoir si... Donc peut-être qu'il faudrait pousser pour les diagnostics que les cureurs, quand ils arrivent, ils sachent vraiment ce qu'ils vont faire. Parce que quand on construit un immeuble, on sait évidemment quels sont les matériaux qu'on va utiliser. Quand on déconstruit, parfois on a des surprises. On enlève une couche de faux plafond et puis dessous, il y en a une deuxième, voire une troisième. Pareil pour les parquets. Très bien. Écoutez, je pense que la réponse à cette question, elle est dans la table ronde d'après. Donc, à moins que vous ayez envie de répondre, Thibaut. Mais je trouve qu'en effet, c'est très juste. Le diagnostic a souvent lieu beaucoup trop tôt, beaucoup trop en amont, alors que normalement, il devrait avoir lieu de façon plus approfondie, plus en proximité du chantier, avec des sondages pour aller plus en profondeur. Et souvent, il y a un écart qui est colossal entre les deux. Mais on y reviendra, promis. Et il y a une dernière question ici. Je ne sais pas si on a un micro pour monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, Renaud Coupa, je travaille dans le financement de l'innovation. Par rapport au modèle économique, est-ce que ce qu'on peut voir sur l'énergie renouvelable avec la blockchain et les crédits carbone, en termes de traçabilité justement et de suivi de responsabilité de la chaîne, c'est quelque chose qui peut, à moyen terme, être envisageable sur le déchet ? Notamment sur les problématiques qu'on peut voir en Italie et la Côte d'Azur, sur l'aspect mafia qui se met en place pour viabiliser et un petit peu apporter de la transparence.
Merci. Alors je crois qu'il y a quelqu'un sur la table ronde d'après qui peut répondre, mais allez-y quand même si Nicolas vous voulez répondre à ça. Alors nous déjà on essaye de ne pas travailler dans le sud, comme ça nous évite ce type de problème. On essaye de tracer en fait aujourd'hui tout ce qui est gain carbone lié au transport, gain carbone lié au recyclage meilleur que ce qui se fait en moyenne, et gain carbone lié au réemploi, et bilan hydrique lié au réemploi, et bilan social. Donc heures en insertion, travail handicapé, pour que quand on fournit une facture à nos clients, ils puissent l'utiliser dans, alors je m'y connais pas, CRD, je sais pas quoi, son bilan extra-financier. Donc ça, on travaille là-dessus au niveau de notre traçabilité pour fournir ça aux clients parce qu'il en a besoin. Et après, la mafia, je sais pas. Mais je pense que cette traçabilité répondra peut-être à des problèmes de mafia. Mais c'est pas l'objectif. Ok, bah écoutez, je vous propose d'arrêter là parce que le temps est en train d'avancer. Merci beaucoup à vous deux, à vous trois. Je vous propose de les applaudir et on accueille notre dernière table ronde et idéalement une chaise supplémentaire, s'il vous plaît. Et donc j'accueille Lila Molieras, consultante économie circulaire et en construction durable chez Elan. Luca Peccenini, responsable économie circulaire chez Trace. Je ne vois plus l'écran. Joseph Deloy, responsable de programme chez Novaxia. Alexandre Doyer, président de la société Doyer Démolition. Et Jérôme Dassini, directeur des affaires publiques de Valobat. Allez-y Joseph, je vous en prie. Alors, donc pour cette dernière table ronde, on va parler réemploi. Alors il y a déjà des questions, donc vous allez pouvoir commencer à y répondre. Avant de laisser la parole à nos intervenants, Jérôme, une première question pour toi. Tu t'occupes notamment du sujet réemploi chez Valobat. Est-ce que tu peux nous dire, là ça fait 1 an et demi qu'on a démarré, qu'on travaille sur le sujet des réemplois, en quelques mots, le retour d'expérience avec ce qui va bien et ce qui va moins bien sur le sujet. Effectivement. Merci Rami. Moi je suis très content d'être là parce que tous les acteurs qui vont témoigner, c'est la chaîne d'acteurs qui vont faire les leviers du réemploi. Ça c'est un premier retour d'expérience. Ce que je trouve aussi très bien, c'est que on parle de collecte et dès la collecte, on a vu tout à l'heure dans la table ronde précédente que hop, tout de suite surgit le réemploi. Et pour Valobat, on souhaite vraiment avancer sur ces deux jambes, la jambe du réemploi et du recyclage valorisation. Tu l'as dit, ça fait moins d'1 an qu'on l'a lancé, notre plan d'action réemploi, qui vise à massifier ce réemploi. Et on a d'ores et déjà des résultats intéressants. C'est 11 plateformes logistiques de réemploi qui ont été soutenues pour un peu plus d'1 million d'euros. Donc on a cet outil qui est en place. On va lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour soutenir la création de ces outils. On est signataire avec 20 acteurs du réemploi. On va venir financer de l'eurotonne sur les tonnes réemployées. On va financer la reprise des déchets triés issus de l'activité du réemploi. On a 73 chantiers qui nous ont interpellés pour tester différents outils de l'AMO, réemploi, du diagnostic ressources et 830 000 mètres carrés de chantiers qui vont venir tester tout un panel d'outils. On a 15 animateurs régionaux qui vont sur les territoires porter la bonne parole du réemploi. Donc il y a pas mal de choses qui sont en place. Alors j'ai pas oublié ta question. J'aimerais bien l'oublier, mais c'est pas possible. Et vous devez vous dire, là, il plane, le gars de chez Valobat, il assomme des chiffres, etc. Il a l'air bien content de lui. Sauf que j'oublie pas les questions qui ont été posées. Comment on articule le réemploi et le recyclage? Comment on fait en sorte que le réemploi devienne compétitif, qu'il y ait des parcours de produits qui vont emmener le produit jusqu'aux techniques courantes du bâtiment dans des conditions financières équivalentes. Donc tout ça, je l'oublie pas. Et c'est clairement ce qu'on a devant nous.
Et cette année qu'on a derrière nous et les perspectives qui s'ouvrent à nous, c'est un bon socle, mais c'est carrément pas suffisant et donc on doit continuer à progresser. Et c'est bien dans le dialogue qu'on a avec les acteurs du réemploi, c'est bien que par exemple la boîte X nous dise non mais c'est nul votre eurotonne, il faut avoir une réflexion à l'euro carbone. Effectivement, il a raison, l'eurotonne, 45 eurotonnes inerte, non inerte, 5 eurotonnes inerte, bah, c'est sûr qu'il vaudrait mieux avoir des choses par produit ou éventuellement par carbone. Donc ouais, le chemin il est encore long. Il y a du boulot. Mais on a des acteurs qui sont super motivés et on a des partenaires qui offrent de super perspectives. Écoute, merci beaucoup Jérôme. Donc effectivement, on a toute la chaîne de valeur. On a un maître d'ouvrage, deux AMO et puis une entreprise de démolition. Je vais commencer par le maître d'ouvrage, Joseph. Donc vous travaillez chez la société Novaxia et en fait vous êtes quand même particulièrement moteur sur le sujet du réemploi au niveau de Novaxia. Est-ce que vous avez une méthode spécifique, une organisation spécifique, un process dédié pour justement être sûr que vos projets soient porteurs de réemploi? Alors oui, merci. Collez au menton et ça marche. Merci effectivement pour, déjà pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille donc chez Novaxia. Novaxia qui est première entreprise à mission du secteur de l'immobilier et qui est constituée de Novaxia Investissement, qui est un fonds labellisé ISR. Donc là, voilà, le début de la chaîne est là finalement, avec ce fonds labellisé ISR. Et Novaxia Développement, qui est la maîtrise d'ouvrage pour développer les opérations qui ont été achetées. Et donc notre spécialité, c'est le recyclage urbain avec des engagements très forts issus de nos critères ESG. Et donc effectivement, ça implique de mettre en place toute une organisation qui part du début de l'opération et ce, dès l'acquisition. Effectivement, si on n'anticipe pas et qu'une fois qu'on a obtenu le permis de construire, on se retrouve à se demander comment on va mettre en place du réemploi, comment on va aller chercher un maximum de réemploi, de traitement des déchets, etc. C'est un peu trop tard et c'est moins efficace et plus onéreux. Alors que si finalement on l'anticipe dès nos propres grilles d'acquisition, c'est quelque chose qui s'anticipe et on peut l'organiser. Voilà. Donc effectivement, on a un processus très axé sur ces engagements et qui démarre dès l'acquisition et jusqu'au SAV finalement, à travers toutes les différentes étapes du projet immobilier. Ok, merci beaucoup. Alors effectivement, vous dites il faut le prendre tôt. J'ai l'impression que quand on a préparé cette table ronde, ce qui est revenu tout le temps, c'est que le réemploi, il faut anticiper. En fait, globalement, ça ne marche que si on le prend très très tôt dans le projet. Et en plus, le réemploi a quand même donné naissance à un nouveau métier, qui est le vôtre en fait. Alors, vous ne faites pas que ça, mais entre autres, vous faites ça. Donc, ce métier d'assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi, AMO réemploi. Et alors, j'ai envie de poser une question à Lucas, Lila, dans l'ordre que vous voulez, qui est peut-être une question un peu directe, mais en fait, un AMO réemploi, c'est un nouveau coût, c'est un nouveau poste de coût pour une maîtrise d'ouvrage. Est-ce que, comment en fait votre accompagnement permet au maître d'ouvrage d'atteindre ses objectifs? Donc ça, c'est la partie facile de la question. Et la partie plus difficile, c'est est-ce que un maître d'ouvrage peut rentabiliser en fait son action via ce que vous lui apportez en termes d'accompagnement et en termes de conseils sur le sujet du réemploi. Au final, si je pose autrement ma question, est-ce qu'un projet de réemploi peut être rentable et dans quelles conditions? Et je ne sais pas qui a envie de commencer à répondre. On va dire ladies first. Allez-y, Lila. Ouais. Bonjour à tous. Donc Lila Morliras, consultante économie circulaire pour le cabinet de conseil Elan. Donc on est une filiale de Bouygues Construction. On ne travaille pas que pour Bouygues Construction, on travaille plutôt donc, à l'externe. Et donc nous, on va faire du conseil environnemental sur toutes les thématiques
énergie, biodiversité, économie circulaire, carbone, accompagnement ISR, certification, et donc l'expertise que je représente aujourd'hui, celle de l'économie circulaire. Donc à l'économie circulaire, chez Elan, on accompagne principalement en tant qu'AMO, réemploi et économie circulaire. Donc de manière globale, effectivement, notre accompagnement se place du côté donc, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, et spécifiquement sur le sujet du réemploi, donc effectivement, on va accompagner les maîtrises d'ouvrage à atteindre leurs objectifs. On peut accompagner donc sur de la démolition, sur de la rénovation, de la réhabilitation, sur différents types d'opérations, finalement sur à peu près tout. Et quand on parle donc de réemploi, effectivement, on va avoir donc différents objectifs à atteindre qui sont notamment spécifiés donc dans le diagnostic PMD donc dont on a parlé tout à l'heure. On va accompagner donc à faire ce diagnostic PEMD et ensuite on ne va pas le laisser seul face au cureur, mais on va vraiment accompagner à identifier quelles sont les ressources qui sont présentes dans vos actifs et ensuite voir comment est-ce que l'on peut envoyer ces ressources vers différentes filières du secteur. Ici, donc les atteintes donc en objectifs donc, qui vont être en tonnes, en pourcentage de valorisation matière. Et finalement, chez Elan, ce qu'on vous propose, c'est un accompagnement 360 donc, du diagnostic PEMD à la conception quand on est sur une rénovation, au suivi de chantier et ensuite au bilan et donc à dresser également des indicateurs donc, qui sont essentiels, comme on l'a vu tout à l'heure, donc avec toutes ces nouvelles réglementations comme la CSRD. Ensuite, sur la partie de la rentabilité... Alors peut-être pour répondre à la question du monsieur que je ne vois plus, sur l'histoire du diagnostic PEMD. Le fait, est-ce que ça suffit, ça ne suffit pas peut-être qu'on peut en dire un mot peut-être. Oui, tout à fait. Le diagnostic PMD, il est très bien quand il est accompagné d'un suivi par la suite. Donc chez Elan, on a vraiment à cœur d'avoir un suivi 360. Donc le diagnostic PMD, on le réalise et on sait qu'on va l'utiliser nous-mêmes derrière en phase curage et rénovation. Donc au mieux on fait le diagnostic PMD, au plus c'est faciliter notre accompagnement par la suite. Donc j'ai envie de vous dire, effectivement, caractériser au mieux les matériaux qui constituent l'actif, c'est la mission numéro 1 pour que toute la suite se passe au mieux. Donc oui. Souvent, les diagnostics PMD interviennent très tôt dans les projets. Souvent, ce que l'on fait, c'est un premier diagnostic PMD avant le départ des locataires et on fait une mise à jour de ce diagnostic après départ parce qu'on a toujours effectivement des petites surprises après le départ des locataires. Donc, effectivement, c'est un accompagnement qui est essentiel et qu'on a à cœur de bien faire parce que tout simplement, c'est le socle pour la suite de notre accompagnement. Et donc sur la question du coût du réemploi, ou en tout cas de la rentabilité, de l'équilibre économique. Alors l'équilibre économique sur la partie du réemploi, il est vraiment en constante évolution. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui la partie réemploi économie circulaire représente un surcoût qui cependant réduit d'année en année avec donc un facteur qui est hyper important, c'est celle de l'industrialisation et la massification des techniques finalement de réemploi. Donc avant, il y a quelques années, on allait avoir des lots et des équipements qui allaient coûter jusqu'à 50% du prix actuel sur certains postes. Donc aujourd'hui, oui, c'est un surcoût qui réduit. Et j'ai aussi envie de dire, les équipements que l'on intègre en réemploi, ne sont pas seulement le seul surcoût qu'il faut voir. On a le surcoût effectivement de dépôts soignés, mais aussi celui de la sensibilisation et du temps d'accompagnement que l'on passe avec les équipes projets. Donc toute la sensibilisation des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, parfois des entreprises désignées, des cureurs derrière, c'est aussi un temps donc qui coûte de l'argent quand effectivement on va devoir les former. Et au plus on forme ces personnes-là, au mieux on va pouvoir réduire les coûts futurs quand on va par exemple garder la même équipe projet pour d'autres actifs avec la même maîtrise d'ouvrage qui reste notre client. Ok, Lucas, peut-être la même question sur finalement l'accompagnement que vous apportez, le rôle finalement que joue l'AMO et peut-être un focus sur le côté un peu anticiper, c'est revenu beaucoup dans nos discussions. Peut-être que
Bonjour à tous, du coup Luca Pecceni, Société Trace, donc on est AMO, en fait, on a un bureau d'études d'ingénierie environnementale et du coup on accompagne des projets de déconstruction, rénovation, réhabilitation de bâtiments en tant qu'AMO, économie circulaire et réemploi. Pour répondre à cette question, moi je dirais que anticiper c'est bien, ça permet de finalement mettre en évidence les facteurs clés de succès et les défis en fait que peuvent représenter le réemploi. Et forcément, en mettant en évidence ces défis, on va pouvoir mieux maîtriser l'enveloppe budgétaire liée au réemploi. Aujourd'hui, le réemploi, il faut être honnête, c'est pas forcément une activité qui va rapporter de l'argent, et notamment au maître d'ouvrage ou à l'entreprise travaux. Mais la valorisation du réemploi peut être faite notamment par l'économie carbone générée par les matériaux qui ne sont pas fabriqués et qui sont finalement réemployés sur d'autres opérations, via des artisans, via même des particuliers. Et cette valorisation-là, elle est donc sur le côté carbone, mais elle peut être aussi financièrement viable. Peut-être que Joseph en parlera après. Donc c'est un premier levier qui est assez important. Le deuxième levier, c'est financier, on va dire. C'est un aspect qui est lié aux filières en développement. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de filières qui se développent sur certaines typologies de matériaux, sur les portes, sur les sanitaires, etc. Et ces filières-là vont proposer de plus en plus des tarifs de rachat sur chantier des différents matériaux qui peuvent être extraits des chantiers de déconstruction, rénovation, réhabilitation. Aujourd'hui, ces tarifs de rachat, pour être complètement transparents, ils vont couvrir à minima la dépose soignée et pourquoi pas aussi la logistique liée au réemploi, mais rarement bénéficier, si vous voulez, financièrement, que ce soit à l'entreprise de démolition ou au maître d'ouvrage. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Si, je pense qu'on est bon. Alors, Monsieur Doyer, Alexandre, en préparant cette table ronde, vous avez beaucoup parlé finalement du fait que... Non, alors, pas vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé d'un sujet qui était finalement le rôle essentiel, et j'en suis assez convaincu, de l'entreprise dans cette histoire de réemploi, de l'entreprise qui fait le curage, qui fait la démolition, qui fait la déconstruction. Parce que voilà, on peut avoir le meilleur des AMO et un maître d'ouvrage hyper convaincu. Si au final l'entreprise qui fait en fait finalement l'acte de déconstruire n'est pas au rendez-vous, ben, finalement il ne se passe rien. Et donc la question que j'avais envie de vous poser, c'est pour vous aujourd'hui, typiquement peut-être vous avez un chantier en commun ensemble en ce moment, donc on peut en parler. C'est quoi la difficulté technique, pratique qu'aujourd'hui que vous rencontrez sur le chantier pour répondre aux objectifs qui sont fixés par le maître d'ouvrage? Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc effectivement, je suis bavard, vous l'avez dit. Ce qui est important, ça a été dit dans votre introduction, c'est la temporalité et l'impulsion. L'impulsion, c'est le maître d'ouvrage qui la donne par les moyens qu'il va allouer. Déjà, les moyens qu'il alloue, c'est une maîtrise d'œuvre, c'est une AMO dédiée. Ici, Luca n'est pas maître d'œuvre, il est AMO. Il y a une maîtrise d'œuvre qui a une mission complémentaire. On est sur un programme actuellement de 10 000 m² de déconstruction, un peu technique, en cœur de ville, avec des sous-sols conservés, avec des bâtiments à patrimoine PEM, enfin matériaux de seconde œuvre de la catégorie 2 pour reprendre le cadre de l'arrêt PMCB, à potentiel. En tout cas, c'est ce qu'on a envisagé au stade de l'appel d'offres. Ce qui est important de se dire, c'est que le maître d'ouvrage dit banco. L'AMO dit on va se donner les moyens d'eux et il met en place un cadre. À ce cadre est venu s'ajouter la REP PMCB. Donc là, pour le coup, on est sur notre 10e ou 15e chantier Valobat, mais également éco-minéraux sur la catégorie 1. Je n'ai pas encore travaillé avec vous sur la catégorie 1. Mais une fois qu'on a passé, il y a 11 mois, on commençait à mettre en place les premières bennes, essentiellement, hein, on ne va pas se mentir, sur le bois B, sur les plâtres. On a aujourd'hui des solutions qui apparaissent, donc là, je ne suis pas encore dans le réemploi, hein, mais on a des solutions qui apparaissent avec des acteurs motivés sur les plastiques. Donc pour l'heure, et dans la déconstruction, en tout cas dans le cadre du DIAC PEMD, c'est bien ça l'enjeu. Je vais revenir, avant de répondre à votre question, puisque le départ du chantier, c'est le DIAC PEMD. Un déconstructeur, quand il va chiffrer son opération, il va chiffrer
des quantités, un prix global et forfaitaire, avec un prix et un délai. Voilà ce qu'on chiffre. Ça veut dire qu'avec ou sans PEMD, on doit être capable d'estimer dans une visite d'une demi-heure, monsieur l'a dit tout à l'heure, d'une heure, on ne peut pas sonder tous les murs. Donc c'est notre expertise qui va faire que notre prix va être établi. Mais derrière chaque prix, il va y avoir une méthodologie. Comment je dépose, comment je conditionne, comment j'évacue, comment je descends. On peut avoir un chantier rue de la Paix où on a 2 heures par jour pour poser une benne de 6 mètres cubes. Ou bien on a des sites où on peut mettre des FMA, je te regarde Sébastien, des volumes de 80 mètres cubes chargés avec des très très bons, enfin des foisonnements très faibles. Donc toute cette chaîne logistique, elle est importante. Il faut rappeler que sur la REP PMCB, nous on la souhaite de tous nos voeux. Mais quand je dis nos, je parle bien du CEDRE, je suis vice-président du CEDRE, le syndicat des entreprises de déconstruction. Pour nous, c'est le seul moyen de massifier des matériaux en partant de ce diag PEMD. Donc, ça veut dire que nous, on va l'estimer en point de départ. On va estimer nos quantités, on va estimer nos méthodes, on va faire un prix. Le prix, une fois qu'on l'a envoyé, il est gravé dans le marbre. On ne peut pas faire valoir d'une erreur sur un PEMD. Le PEMD est contractuel dans son périmètre, mais pas dans ses quantités. Ça, c'est une donnée d'entrée que chacun doit savoir. Donc, PEMD ou pas, j'allais dire, le boulot, il doit être fait, et on le fait. À partir de là, à partir du moment où on trouve un recycleur, un partenaire qui joue le jeu de la REP PMCB, là, aujourd'hui, ce qu'on vit, là, aujourd'hui même, c'est des réglages sur les standards de tri autour de nos amis recycleurs. Je précise qu'un chef de chantier, aujourd'hui et depuis 10 ans, est autant un technicien et un spécialiste du tri que des techniques de déconstruction. Ça veut dire qu'il va faire son chantier en première phase, en phase curage, au regard des exutoires qui vont accepter les matières et quelles seront les clés de tri. Ça veut dire que le matin, il va peut-être faire une benne de plâtre parce que l'exutoire est pas loin, et en fin de journée, une benne de ferraille parce que l'exutoire est proche de sa base logistique. Donc tous ces paramètres, on les intègre pleinement dans nos conceptions de chantier. Et c'est autre chose que le métier que font les AMO ou les maîtres d'œuvre. Nous, on est bien dans un enjeu de comment... Finalement, là, ça se rejoint, on est dans un enjeu économique d'efficacité et de délai. Oui, okay. Et nous, plus on triera, si on mettait tout en DU ou en DIB, pardon, déchets ultimes ou déchets en mélange, on n'aurait jamais une bonne performance de chantier. Un bâtiment qui ferait 1000 tonnes, il est composé à 90% de béton qui est à 100% valorisable. Donc, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'offre où le mec, il casse tout, il mélange tout, on n'a pas de sujet de tri. C'est bien exactement le prolongement de la REP. Je reviens sur... excusez-moi, je suis bavard. C'était une promesse. Vous l'avez dit, vous êtes bavard, allez-y. Mais le sujet du réemploi, pour nous, dans la temporalité du chantier, c'est la première tâche à exécuter sur le chantier. C'est-à-dire qu'on isole le chantier de la ville, on coupe l'eau, l'électricité, le gaz, on réinstalle l'eau, l'électricité pour faire nos bases vie. Ça, c'est le code du travail. On marque les matériaux dangereux, amiante, liquide frigorigène, plomb. Et à partir de là, on va chercher les PEM réemployables. Et c'est ça la réponse. Équipement, matériaux pour les... Pardon, ouais. Donc ça veut dire très clairement qu'on doit avoir les filières. Ouais. Oui, pour l'heure, le réemploi est un surcoût, parce qu'il nécessite une dépose soignée, des moyens logistiques. Si aujourd'hui on met une sapine en extérieur et on défenestre des matériaux, pourvu que ce soit bien canalisé, gravité est gratuit. Voilà, on retient ça, gravité gratuit. Alors que descendre un PEM, enfin un matériau proprement, il faut un lift, il faut un ascenseur, il faut des moyens sur un bâtiment qui va être voué à la déconstruction. C'est pas évident. Donc juste la logistique coûte. C'est la logistique donc. Quand on dit tout à l'heure, on aime bien la précision. Quand on dit déchets collectés gratuitement, c'est faux. On dit traitement du déchet gratuit, oui. C'est hyper important. Le transport, alors hormis les expérimentations qui sont encore en cours, dont on a pu bénéficier avec les chantiers miroirs, ça fonctionne. Pour l'heure, on le souhaite, on y sera tôt ou tard, mais pour les entreprises structurées, que ce soit un chantier de petite taille ou de grande taille, on n'a jamais de problème de place puisque nos chantiers ne sont qu'en logistique sortante. D'accord. Voilà. Ok. Et alors, du coup, j'ai envie de revenir vers Novaxia. Si on doit se dire en gros aujourd'hui, à partir de quand on estime qu'on a... Enfin, quelles sont les conditions, on va dire, qu'il faut avoir sur un chantier pour qu'on réussisse d'atteindre un objectif de réemploi? Et quelque part, peut-être en préambule, comment vous fixez ces objectifs de réemploi peut-être à vos AMO? Sur quelle base, en fait, vous partez? Alors, il y a 2 choses. 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 Il y
Alors, effectivement, donc sur quelle base on part? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que pour définir cette base, on a quand même besoin d'avoir le conseil, on va dire, éclairé de l'expert en question qui va justement être notre assistant maître d'ouvrage, qui va, via notamment le diag PEMD, pouvoir envisager un certain nombre de matériaux qui vont être réemployés. Donc on n'aime pas trop déconstruire et si on le fait, vu que nous on fait plutôt du recyclage urbain justement pour éviter ça et avoir du gain de carbone, si on le fait, on veut que tout ce qui est déconstruit, déposé, le soit correctement et en termes d'objectifs, l'idée c'est d'en avoir vraiment un maximum en fonction du projet et en fonction de l'équation financière parce que ça, c'est un peu le sujet là, du moment, en fonction de ce qu'on peut se permettre également. Donc, comme disait Alexandre, il y a une pyramide. C'est vrai qu'en maîtrise d'ouvrage, on est un peu au niveau moteur, on va dire, sur le dossier dans l'investissement d'intervenants qu'on va mettre, parce qu'effectivement, il y a un coût financier, il y a cette organisation à mettre en place. Après, il y a le budget en lui-même, avec la création d'une ligne en plus dans le bilan, très clairement. Et c'est vrai qu'on se rend compte, parce que nous on fait du recyclage urbain depuis bientôt 17 ans, et on se rend compte que petit à petit, effectivement, il y a une avancée dans ce domaine-là, que petit à petit on va peut-être arriver, alors un équilibre, je ne sais pas, mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'il y a un gros mouvement de masse qui est fait vers là. Mais du coup, au-delà du coût, est-ce qu'il y a vraiment des conditions qui font qu'on va réussir à atteindre des objectifs de réemploi? Alors peut-être Luca, peut-être, mais est-ce qu'il y a des chantiers qui sont plus adaptés? Est-ce qu'il y a des conditions qui sont plus adaptées? Qu'est-ce qui fait qu'on y arrive? Du coup, il y a pas mal de paramètres. Je ne sais pas si on t'entend. Du coup, pas mal de paramètres. La base, c'est vraiment le diagnostic PEMD. Plus il va être éclairé et complet, plus ça va permettre d'orienter la maîtrise d'ouvrage vers des objectifs cohérents avec le projet. Donc ça dépend forcément du bâtiment, du type de bâtiment, de la zone géographique et plein d'autres aspects, des délais, du timing, etc. Un des facteurs clés de succès, le premier, c'est le diagnostic PEMD. Plus il va être complet et plus on va montrer dans ce diagnostic PEMD-là les coûts que peuvent engendrer le réemploi, le temps passé pour mettre en œuvre le réemploi, plus ça va permettre d'indiquer à la maîtrise d'ouvrage des objectifs cohérents pour son projet. Ça, c'est la première étape et il faut que ça se fasse dès la conception du projet. Donc c'est quelque chose qui s'anticipe vraiment en amont de la déconstruction et voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le suivi. Le suivi, une fois qu'on a fait ce diagnostic PEMD-là, il faut pouvoir suivre ce qui va se passer. Et la base du suivi, c'est de trouver les filières pour chacun des matériaux de réemploi. Donc, avant même le démarrage de la dépose soignée des matériaux de réemploi par l'entreprise de déconstruction, on va identifier les filières et on va faire ce qu'on appelle une réunion de chantier, une première réunion de chantier avec toutes les filières. Ce que vous appelez les filières, c'est les acheteurs, c'est ça? C'est les repreneurs des matériaux de réemploi. Donc, okay. Les filières qui vont être, par exemple, une filière de sanitaire de réemploi, une filière de porte de réemploi, etc. etc. Et ces échanges-là, il faut qu'ils soient faits entre à la fois le déconstructeur et les repreneurs, puisqu'il y a énormément de paramètres logistiques qui font que tout ne se passe pas forcément comme ce qu'on avait prévu initialement. Par exemple, les délais, le planning du chantier, le conditionnement des matériaux, le fait que certains matériaux soient un peu plus abîmés que d'autres, l'état des matériaux. Quand on a fait un diagnostic PEMD un an avant, l'état il peut s'être dégradé au fil du temps. Et donc tout ce suivi-là, cette traçabilité-là, elle est super importante pour pouvoir vraiment mettre en œuvre réellement le réemploi. Voilà. Et l'étape intermédiaire entre le diagnostic PEMD et la mise en œuvre du réemploi via le suivi de chantier, elle se fait aussi par le DCE, le dossier de consultation des entreprises, en fait les dossiers marchés, intégrés dans ce DCE-là, que la maîtrise d'ouvrage intègre dans ces dossiers marchés, une ligne sur le surcoût qui va être lié à la dépose soignée du chantier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne réinvente pas la roue, on demande directement aux déconstructeurs qu'est-ce qu'ils pensent en termes de surcoût sur la dépose par exemple d'un sanitaire, d'une porte, etc. Et c'est lui qui va proposer quelque chose, ça va être étudié dans les marchés par la maîtrise d'ouvrage et après c'est la maîtrise d'ouvrage qui donne le go, no go. Nous on engage en tant qu'AMO les filières, on trouve les sorties et on espère que tout se passe comme la réalité, comme prévu et comme ce qu'on voulait. Voilà. Alors j'ai envie de dire, c'était pas préparé mais en vous écoutant,
En fait, pour fixer vos objectifs, vous demandez à l'AMO, et pour fixer les coûts, vous demandez à l'entreprise. J'ai l'impression qu'il y a quand même un sujet de confiance, c'est-à-dire que quelque part, il faut quand même bien travailler ensemble et être en confiance. Alors peut-être Alexandre, il y a quand même un... C'est quoi? C'est finalement le fait de travailler avec les mêmes acteurs qui va faire aussi qu'on va y arriver? Non, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. D'accord. Le sujet, en fait, il est la méconnaissance du rôle de chacun d'une façon globale. Ça veut dire que nous, des constructeurs, on a une connaissance de la matière, ni plus ni moins. Comment on les dépose, comment on l'emmène là-bas, ni plus ni moins. Et comment, et peut-on ou pas faire une dépose soignée. Notre périmètre, il s'arrête là. Ensuite, il y a l'AMO qui va faire un conseil sur l'usage de la matière, l'architecte du projet qui va dire je peux utiliser in situ ou non ce matériau. Quid de la temporalité de stockage? C'est des coûts supplémentaires. Est-ce qu'on peut le stocker ou pas in situ? Et puis ensuite, ben voilà, l'assureur. L'assureur du chantier qui va par le contrôleur technique. On n'a pas parlé dire, assurance pour mais une vous fois. voyez, ça c'est. Je vous invite à regarder les uns les autres. L'étude Répare 1, Répare 2, hein, elle date d'une dizaine d'années sur les freins et leviers au réemploi. Donc à chaque expérience de réemploi, il faut quand même rappeler que à l'apparition des normes à foison, hein, qui sont ni plus ni moins que des protections de process industriels, enfin, en quelque sorte, pas seulement, j'exagère, mais pas seulement, mais ça en fait partie. Tous les déconstructeurs, ça n'existait pas d'ailleurs ce métier il y a 100 ans, tout le monde avait sa plateforme de revente de matière. Il n'y avait pas de problème de normes, il n'y avait rien du tout, le coût de la main d'œuvre était moins cher et faire venir 1 mètre carré de marbre de Chine, ça coûtait un bras. Voilà, ni plus ni moins. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de faire venir ce mètre carré de Chine, ça s'est un peu augmenté pendant le Covid et là ça revient à n'importe quoi. Aujourd'hui, on a du mal à promouvoir des filières durables de réemploi parce qu'on ne trouve pas notre modèle économique. Et les uns renvoyant la balle aux autres. Nous, on est en train de mettre au point une machine pour découper la brique parce qu'on se rend compte que sur la catégorie 1, on va pouvoir faire de la massification. On est au stade preuve de concept. On est à ce stade. On est en train de couper les premières briques pour industrialiser ce process. Mais on nous dit qui va la valider? Est-ce que c'est le process qui se déplace chez le maître d'ouvrage? Est-ce que c'est le contrôleur technique qui va venir? Est-ce que l'échantillonnage sera suffisant? Est-ce que l'AMO a fait les essais suffisants en amont pour dire oui on peut, non on peut pas? C'est tout autant de questions qu'on doit se poser collectivement. Ok, alors je vois le temps qui défile, mais j'aimerais quand même poser une mini question derrière. Et là, il va falloir être très court. Pour vous, peut-être en 3 mots, c'est quoi les conditions? Qu'est-ce qui va faire qu'on... Parce que finalement, le thème principal, c'est comment on passe à l'échelle sur le réemploi, comment on accélère, comment on va plus vite. C'est quoi les conditions? Qu'est-ce qui va faire que demain, on va y arriver? En étant, je suis désolé, un peu court. Et Lila, je vous propose de commencer par vous. La première chose, c'est ce qu'on a déjà évoqué, c'est la partie donc, où en fait on va faire vraiment un travail d'équipe avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le cureur, l'AMO, réemploi et les architectes. C'est le collectif. Donc vraiment le collectif, acté sur des objectifs clairs, les inclure dans les pièces marché. La deuxième chose, je dirais, c'est donc la massification et l'industrialisation des filières, donc se baser sur des incubateurs. Donc par exemple au sein de Bouygues Construction, on a Cineo donc qui participe donc vraiment à structurer les filières du réemploi qui sont absolument essentielles pour que ça fonctionne. Et enfin, je dirais que le réemploi, c'est bien de le penser en curage, mais c'est bien de faire du réemploi in situ. Le réemploi in situ, il concerne tout le monde et c'est là aussi où les économies vont être faites. Et c'est là où on a les meilleurs bilans financiers. C'est quand effectivement on a identifié des gisements en réemploi qui sont de qualité et où derrière la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre accepte donc de les remettre en état et de les réintégrer vraiment in situ. Donc le réemploi in situ, c'est pas que pour les autres, c'est aussi dans vos projets. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Allez-y. Allez-y, en 3 mots. 3 mots. 3 mots, impulsion du maître d'ouvrage. Impulsion du maître d'ouvrage. D'accord. Temporalité, il faut le faire au bon moment. Et usage. Vous l'avez dit, éphémère in situ. Voilà. D'accord. Oui, et effectivement, intention du maître d'ouvrage et vu qu'on parle de l'industrialisation, intégration dans le processus dès la phase très en amont dans la maîtrise d'ouvrage de ces notions de réemploi. Ça, c'est très important. Les bons interlocuteurs
et les retours d'expérience, notamment on n'a pas parlé des assurances, mais les retours d'expérience sur ce qu'on peut réemployer ou pas, in situ, parce qu'on a eu plusieurs cas, même il y a 3 ans, sur une réhabilitation dans Paris, où ça a été très compliqué de réemployer in situ des radiateurs, en l'occurrence. Parce que assurance, et qu'on allait derrière vendre en VFA, en l'occurrence, à un investisseur. Et donc il y a des questions de garantie qui peuvent se poser. Et donc ça, c'était il y a 3 ans. On avance sur ces problématiques. Donc retour d'expérience aussi à chaque fois sur toutes les opérations qu'on mène à bien. Lucas, envie de rajouter un dernier mot? 3 mots du coup. Moi, pour reprendre un peu ce que disait tout le monde, anticipation, travail d'équipe et peut-être vision sur les usages qu'on peut faire des différents matériaux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On a peut-être 2 minutes pour prendre une question ou 2 questions dans la salle rapidement, s'il y en a. Oui, allez-y, Sébastien. Je vous donne le mien. Voilà. Oh, Guillaume, c'est bon. Vous avez parlé d'anticipation, vous avez parlé de nouveaux métiers comme faire un diagnostic produits et matériaux qui prend du temps s'il doit être bien fait. Vous avez parlé d'une AMO dédiée avec trouver des filières avec des réunions de chantier préalables qui prend du temps. Vous avez parlé de déconstruction sélective qui prend du temps, bien plus qu'une simple destruction à la boule comme ça se faisait il y a 50 ans ou 80 ans. Cette notion d'anticipation, est-ce que vous avez des idées du temps nécessaire? Est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est un an? Est-ce que vous pourriez donner des idées là-dessus? Et puis, au-delà de ça, qu'est-ce qui est fait au niveau de la communication, au niveau des maîtrises d'ouvrage, pour justement répandre cette bonne parole sur cette nécessaire importance de l'anticipation et du temps supplémentaire, peut-être, à prendre en compte? Alors, on va répondre. Pour la deuxième question, on fait des conférences à Batimat. Oui, on fait des conférences, mais au-delà des conférences, on va avoir un gros programme de formation. Et l'une des cibles, c'est les maîtres d'ouvrage, justement sur le réemploi. Et cette question de temporalité, d'impulsion, puis je rajouterai de termes de confiance aussi, ça va être le cœur du sujet. Leur donner envie et leur faire prendre conscience qu'il y a un enjeu d'anticiper et de planifier les choses. Oui. Alors, peut-être sur la première question, si je comprends bien la question, c'est est-ce que finalement tous ces exercices supplémentaires rallongent la durée du chantier? C'est ça la question en fait, si je comprends bien. Qui a envie de répondre? Allez-y. Je peux me lancer. Allez-y. À la toute base, on a un immeuble. On a un immeuble qui est construit en béton. Cet immeuble, il va falloir lui apporter une nouvelle vie, le recycler. Et donc ça passe par une phase de conception qui va nous emmener après sur le dépôt d'une autorisation administrative en lien avec la décision, enfin la volonté politique, on va dire, de la ville en question. Et puis toutes les phases que vous connaissez bien, les phases pro, consultation des entreprises, etc. pour lancer les travaux et arriver ensuite à la livraison in fine d'un immeuble qui convient à la ville, qui a respecté des enjeux ESG conséquents et qui satisfait à l'investisseur final, qui peut être ou un particulier dans le cadre d'un programme logement, ou alors dans le cadre de programmes tertiaires ou d'investissement pour des mutuelles ou autres investisseurs, sa satisfaction au final. Donc je dirais que le temps, il va pas être, il est très lié à l'opération et aux autorisations d'urbanisme. Ce qu'il faut, c'est que son point de départ, il démarre avant nous notre acquisition, avec d'ores et déjà un sorte de pré-état des lieux de ce qu'on peut faire de cet immeuble. Et ensuite, l'intégration dans la phase de conception avec l'équipe de maîtrise d'œuvre de conception, l'architecte de l'AMO, qui lui va en parallèle travailler ce sujet-là. Donc est-ce que c'est une perte de temps? Alors, c'est pas une perte de temps, ça c'est clair. Est-ce que c'est plus long? Est-ce qu'un chantier en réemploi est plus long qu'un chantier sans réemploi? En phase chantier, j'ai l'impression... Enfin non, mais de bout en bout, quoi. Un projet, y compris conception comprise, en fait. Je dirais que quand c'est bien organisé, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en parallèle parce que justement, on prend les bons intervenants. Et que donc, pendant la phase conception, il peut y avoir ce parallélisme qui fait que finalement, on perd pas
tant de temps que ça et que nous, avant de pouvoir lancer des travaux, il y a une démarche assez longue qui peut aller jusqu'à 8-9 ans où il y a les autorisations d'urbanisme, la conception du projet, la sortie du projet pour faire quelque chose qui soit viable. Donc comme ça, en conception, je dirais que c'est une attention particulière mais qui peut être à l'équilibre en termes de timing. Après en chantier, je laisserai, j'espère que non, en tant que maître d'ouvrage, mais je crois que non, effectivement. Non, non, c'est une question d'organisation. Voilà, il s'agit de mettre en place les moyens logistiques et puis et d'anticiper. Voilà. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut que les filières soient prêtes. En fait, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on est retenu, ou qu'on obtient un ordre de service, la date de fin est gravée dans le marbre. Et on ne peut pas y déroger. Il y a des pénalités qui sont appliquées si on ne les respecte pas. Ça veut dire qu'on intègre. Vous voulez dire que vos chantiers sont à l'heure, Alexandre? La plupart. Quand il n'y a pas d'aléa, voilà. Quand il n'y a pas d'aléa, mais le bâtiment, c'est la gestion de l'aléa. Donc là, si on veut réussir, là on est dans autre chose. C'est qu'on doit se donner les moyens en temps et en coût pour y arriver. Le problème du réemploi, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé notre modèle économique, c'est-à-dire que les matériaux, ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont aucune valeur marchande autre que l'histoire qu'on va raconter autour du réemploi. Tant qu'on ne peut pas chiffrer, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, en carbone, c'est vraiment une énergie qu'il faut déployer et tous être acteurs, moteurs, avoir envie. Si on n'a pas envie, c'est simple, je ne fais pas. Quoi. Mon chien a la rage, bah, on va le tuer tout de suite, c'est fini. Quoi. Non, mais voilà, c'est l'image d'Épinal. Le chien, je l'aime bien. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière? Oui. Je ne sais pas s'il y a... Ah, monsieur aussi. Alors, on va prendre le monsieur parce qu'il n'a pas encore posé de question. Allez-y. Oui, alors... Approchez votre micro de votre manteau. Oui, alors d'abord, pardonnez-moi, parce que moi, ça sera une question un peu collatérale, mais elle est importante pour moi, d'autant que je suis de passage à Paris. Je suis de l'outre-mer, comme ça se voit peut-être. Je suis ingénieur expert sur toute la Caraïbe, particulièrement les petites Antilles, mais aussi la Guyane, etc. Et j'ai beaucoup distribué, j'étais chef de projet FEDER, enfin bref, je vous passe mon passé. Bon, aujourd'hui je suis en semi-retraite, mais je suis très intéressé par ce que vous faites, parce que dans la région Guadeloupe en particulier, où je suis le référent déchets bâtiments, on a énormément de problèmes sur la classification des déchets par rapport aux conditions tropicales que vous connaissez, humidité, soleil, les ultraviolets, et je ne parle pas des émanations anormales, chlordécone et compagnie, dont vous entendez parler tous les jours, on vous casse les oreilles avec ça. Donc je voudrais simplement savoir, est-ce que dans votre équipe, il y a quelqu'un que je pourrais contacter, avec lequel je pourrais rester en contact, pour déjà peut-être l'inviter d'ailleurs dans la région Caraïbe. Alors on en a un qui est multitâche, qui est juste là. Il s'occupe du réemploi, mais aussi des je vais lui laisser ma carte de visite parce que moi on se voit tout de suite, monsieur. J'ai travaillé encore avec Ecominéraux, etc. Tout ce genre-là il n'y a pas longtemps, mais tout le monde est sur un petit secteur et ça manque de coordination. Je vous invite à vous rapprocher de Jérôme parce que merci infiniment et désolé d'être sorti un peu du sujet. Mais bienvenue à vous, il n'y a pas de problème. Et donc, madame, peut-être pour la dernière question. S'il vous plaît, je veux poser une question. Collez votre micro pour qu'on vous entende. Est-ce qu'il y a, pour le réemploi de ce genre de matériaux, est-ce qu'il y a une obligation de loi, c'est-à-dire dans une loi française, ou une obligation morale ou une norme qui stipule qu'on doit obligatoirement gérer ces déchets pour le maître d'ouvrage? Est-ce qu'il doit l'envoyer à une entreprise pour faire le tri ou le vendre pour une entreprise pour qu'elle l'utilise? Quelles sont les obligations des maîtres d'ouvrage peut-être? Alors je ne sais pas si Lila, vous voulez répondre Alors concernant le traitement des déchets et du réemploi, donc la base c'est la hiérarchie des modes de traitement, donc c'est une législation européenne qui base donc le réemploi en première option quand on est sur une démolition. Ensuite ça va être de la réutilisation, du recyclage, de la valorisation matière et de la valorisation énergétique puis du stockage. Donc on n'a pas forcément d'obligation à faire du réemploi. Par contre, on a le devoir de placer le réemploi en première solution, puis la réutilisation, puis le recyclage. Ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'on a des collectivités territoriales ou des maîtres d'ouvrage qui placent donc, des objectifs de réemploi dans leurs pièces marché. Donc, par exemple, on a, c'est un exemple qui est assez connu, donc c'est Pleine Commune qui demande à ce qu'on ait 1% du montant des travaux qui soit alloué au réemploi
réemploi. Et ensuite, on peut travailler donc, dans le secteur privé avec donc, des maîtrises d'ouvrage qui, elles, ont également des objectifs donc, de montant travaux ou de tonnes allouées au réemploi. Donc finalement, ce qu'on va devoir regarder, c'est plutôt ces pièces-là quand on parle vraiment de réemploi. Sinon, on parle plutôt d'obligations autour de la valorisation matière quand on est sur des démolitions. Peut-être ce qu'on peut dire pour compléter la réponse, la commande publique a l'obligation d'acheter des produits issus du réemploi. Il y a des pourcentages ou recyclés. Et puis dire ce qu'a dit Lucas aussi, c'est que dans le bilan carbone du bâtiment, des matériaux réemployés ont un coût carbone zéro. Donc c'est une impulsion aussi forte et ça permet de driver les choix. C'est une manière détournée de pousser le réemploi finalement, plutôt via la réglementation environnementale en fait, avec des produits qui pèsent zéro en carbone. Donc, ok, alors il est 17h22, on a vraiment dépassé et ça clignote tout en rouge devant moi, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Donc, alors merci beaucoup à vous tous et toutes, merci beaucoup, je vous propose de les applaudir. Et donc, pour conclure, j'ai envie de vous dire merci à toutes et à tous d'être là et d'avoir tenu ces quasi 2 heures avec nous. J'espère que c'était intéressant pour vous. Si vous avez des questions pour l'ensemble des acteurs ou pour nous chez Valobat, on est au stand J38 par là-bas, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est encore là jusqu'à demain soir. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de salon. Merci.